Eh oui, mardi c'est Pushlap, et quand le mardi c'est jour de Pushlap, c'est donc jour de bonheur. J'espère que vous allez bien pour donc le 5e épisode de Pushlap, ton nouveau podcast qui ne lâche jamais rien, bien sûr ton podcast 100% sport auto. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, et même si ça ne passe pas très bien dans votre vie, bah vous êtes là pour vous détendre, pour parler sport auto, parler Formule 1 particulièrement, avec un gros programme aujourd'hui. Je suis vraiment trop content du programme qui va arriver, parce que il y a que de belles choses et surtout de grosses actus. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va bien sûr parler du constructeur allemand qui a fait son grand lancement il y a quelques jours maintenant désormais. Eh bien Audi qui va bien sûr s'impliquer en Formule 1 à partir de la prochaine saison 2026, peut-être pour construire un futur règne dans la catégorie reine du sport auto. On va bien sûr en parler, bien décortiquer l'arrivée d'Audi en Formule 1, parce qu'il s'est passé énormément de choses, de bien et bien sûr de pas très bien. Vous allez le comprendre pour ceux qui n'ont pas forcément vu toute l'actualité d'Audi dans les dernières années, pour être vraiment tout à fait honnête. Et puis bien sûr le push mag et le push de la commu, vous en avez bien sûr l'habitude. Le push mag qui est bien garni, croyez-moi, il y a beaucoup d'actu. J'étais obligé de faire des choix. Il y a notamment un sujet particulièrement WRC du push mag qui arrivera la semaine prochaine, où il y aura un invité d'ailleurs dans le prochain épisode de Pushlap, après celui-là bien sûr, et vous le saurez en fin d'épisode. Alors je vais vous donner des indices en fin d'épisode, mais si vous allez au bout de l'épisode, de toute façon, allez, je vous donnerai le nom à la fin de l'épisode. Voilà, comme ça c'est bon. Il y aura de belles surprises, notamment bien sûr pour cette fin de première saison de Pushlap. Je vous en parlerai un petit peu plus également en fin d'épisode, bien sûr. Et puis un gros remerciement encore une fois à Emotion qui me permet, vous les voyez en bas. Juste en bas là, ouais, là, en bas, ici, voilà, en bas ici, pour ceux qui sont sur YouTube. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous êtes encore une fois très heureux de vous avoir à l'écoute. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. Je disais immense merci à Emotion, au centre de simulation, bien sûr, en plein cœur de Paris, qui me permet de tourner ce nouveau projet, ce nouvel épisode de Pushlap, et Pushlap tout bonnement. Sans eux, ce podcast ne pourrait pas exister. Donc merci à eux de me permettre de tourner tout ça dans les parfaites conditions. Merci à Fabien, à Adrien et à toute l'équipe de Emotion, bien sûr, les copains. Bon, gros programme, je le disais aujourd'hui, nous sommes dans le 5e épisode de Pushlap, forcément, et juste avant, le Grand Prix de Las Vegas. Il va falloir se lever très tôt, mais même avant ce Grand Prix de Las Vegas, il y a énormément d'actu dans le monde de la Formule 1 et dans le monde du sport auto. Vous allez le comprendre tout de suite, en commençant directement dans le vif du sujet, en allant directement, bien, dans le Push Mag, le récap des actualités avec cette image pour ceux qui sont sur YouTube. Je rappelle, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à vous abonner si vous découvrez Pushlap bien sûr, et également à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, merci beaucoup encore une fois d'écouter ça en voiture, au travail, en train de faire à manger ou en train de manger tout bonnement. J'espère que manger des pâtes carbonara, parce que c'est le meilleur plat du monde. Voilà, c'est clair. Mais pas les pâtes carbonara. Mais voilà, si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre, que ce soit sur Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify également, ou sur les autres plateformes. Si vous êtes sur les autres, bien toujours mettre les 5 étoiles, et si vous pouvez mettre des commentaires, n'hésitez pas pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Merci de votre immense soutien les copains, parce que vraiment le podcast a quasiment un mois désormais, Pushlap, et je suis vraiment très heureux du soutien et de l'engouement qu'il peut y avoir, modeste engouement bien sûr, mais engouement d'une certaine manière, et des invités qu'il y a pu y avoir qui ont accepté de venir et qui vont accepter également de venir dans les prochaines semaines. Sachez que normalement, si tout se passe bien, si après cet épisode de Pushlap, jusqu'à la fin de cette saison 2025 de Formule 1, et même après, il y aura tout le temps un invité, et il y aura même un hors-série qui est d'ores et déjà prévu avec un pilote français et ça par contre je vous en parlerai un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Bon, le push mag bien sûr les copains, vous le voyez pour ceux qui sont sur YouTube, je vous ai mis une image de 2 jeunes pilotes français, à commencer par celui de gauche, parce qu'on ouvre ce push mag avec un week-end absolument historique pour le sport auto français. On ne galvaude pas les mots ici, parce que nos tricolores ont tout simplement dominé Macao, l'un des circuits les plus exigeants au monde, et croyez-moi, ça n'arrive pas tous les jours. Théophile Naël à gauche, à seulement 18 ans, Théophile Naël, tout jeune pilote français, donc vient de remporter le Grand Prix de Macao 2025, c'est-à-dire la Coupe du Monde FIA de Formule Régionale F3, la course la plus mythique d'ailleurs au monde pour les jeunes pilotes. Et c'était pas n'importe quelle victoire, parce qu'à Macao, c'est un temple où tous les plus grands noms qui sont passés par la Formule 1 se sont imposés, notamment Fernando Alonso, Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell ou encore Max Verstappen, et surtout un Ayrton Senna en 1983 ou encore un
Michael Schumacher en 1990. Théophile Naël s'ajoute à cette liste-là. Il devient d'ailleurs seulement le quatrième français de l'histoire à s'imposer à Macao après Alexandre Prémat, c'était en 2004. Et puis dans cette édition 2025, elle a été complètement folle, puisque dans la victoire de Théophile Naël, eh bien, il y a eu 3 interventions de la voiture de sécurité, une course ultra tendue et un final qui restera dans les compilations, dans les highlights pendant très longtemps. La fin, c'était vraiment de la magie pure, puisqu'il y a eu une relance à 2 tours de la fin. Naël était 3e derrière Mariboia et Enzo Deligny. Il me semble d'ailleurs que Mariboia était le coéquipier de Théophile Naël sur ce Grand Prix de Macao. Il profite de l'aspiration de la longue ligne droite et dans un double dépassement intérieur dans le premier secteur de dingue, dans le virage de Lisboa, un move qui rappelle les plus grandes heures de Macao, clairement. Et il l'a fait donc à 18 ans sur le circuit l'un des plus pliégeux au monde. Certains disent même que c'est le circuit le plus dangereux au monde dans le sport auto. Et derrière lui, un superbe podium avec 100% jeune talent, et notamment un autre français, j'en parlais, Enzo Deligny, qui est soutenu d'ailleurs par l'agence The Grid au passage, qui fait un fabuleux travail. Et du coup, ça fait un podium. Théophile Naël donc premier, Mariboia deuxième et Enzo Deligny 3e, un doublé pour l'équipe Pinnacle Motorsport. C'est 2 Français dans le top 3. Et puis en 2026, bon rappel quand même de le dire, il sera en FIA F3 chez Campus Racing pour sa 2e saison de F3 à Théophile Naël. Même chose pour Enzo Deligny, qui sera lui aussi en F3 pour sa première saison chez Prema. C'est un Théophile Naël, pour au passage, qui a d'ailleurs un palmarès qui est plutôt bien garni, puisqu'il a été champion F4 espagnol en 2023, et il y a maintenant aussi cette victoire à Macao. Il a été multiplement titré également en karting, Théophile Naël. Donc voilà, juste à dire bravo à Théophile Naël et également à Enzo Deligny, qui n'a clairement pas démérité dans ce Grand Prix de Macao en F3, bien sûr, en formule régionale, mais on courait en F3. Autre victoire, bien sûr, autre victoire également, un autre triomphe, c'est celle en FIA F4 World Cup avec Jules Roussel, que vous voyez juste à droite pour ceux qui sont sur YouTube. 2e victoire française à Macao dans la nouvelle FIA F4 World Cup, donc la Coupe du Monde. C'est Jules Roussel, 19 ans, qui a remporté la course finale. Là encore, une course pleine de tension. Roussel prend un départ parfait, mène et se fait dépasser par Caretti, puis reprend la tête dans une énorme bagarre. Safety car en fin d'épreuve, et Roussel garde son sang-froid et décroche une victoire majeure. Il gagne à Macao dès sa première participation dans un plateau donc réunissant les meilleurs pilotes de F4 du monde. C'est un trophée qui compte énormément pour une future carrière, on l'espère, notamment dans les plus hautes instances des formules de promotion. Et puis à voir maintenant comment les choses vont évoluer pour également Enzo Deligny, mais Jules Roussel, pardon. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer pour lui. Et puis une autre victoire également, on en parle peut-être un petit peu moins, mais elle est tout aussi belle. C'est la victoire de Yann Erlaché, 3e titre mondial en tourisme, puisque l'Alsacien, 29 ans, décroche son 3e titre mondial en WTCR Coupe du Monde de tourisme, toujours à Macao, déjà titré en 2020 et en 2021. Il s'approche du record d'ailleurs de son oncle, de son oncle peut-être pas, mais de Yvan Muller, quadruple champion. Et Erlaché le disait, pour ce titre, il a tout sacrifié, même pas une goutte d'alcool depuis un an, entraînement non-stop, et ça a payé. Et il devient aussi un des plus beaux, un sacré palmarès d'ailleurs dans le sport auto français, Yann Erlaché. Donc on a quand même vécu un week-end historique à Macao. Il n'y a pas forcément de débat là-dessus, mais il était quand même important d'en reparler. Avec Théophile Naël, vainqueur en F3, Roussel en World Cup en F4 et Erlaché, champion du monde en touriste. On ne peut pas faire mieux. On a une très belle génération française, autant en profiter. Alors c'est plus particulièrement pour Théophile Naël et Jules Roussel. Yann Erlaché d'ailleurs, qui est d'ailleurs aussi du côté de chez Stellantis en tant que pilote d'essai. Alors je ne sais pas s'il le sera encore pour la prochaine saison de Formula E, mais du moins il est pilote, 3e pilote d'essai du côté de chez DS Automobile, DS Performance en Formula E. Donc Yann Erlaché, qui est un excellentissime pilote. Il a d'ailleurs déjà piloté en rookie test, si je ne me trompe pas, du côté de chez DS en Formula E. Donc ouais, on a une belle génération dans le sport auto français, ça c'est sûr, et certains les copains. Donc ouais, voilà un petit peu pour la première page française dans ce Push Mag. Ça me permet d'enchaîner avec une autre actualité, mais cette fois-ci en Formula E. Alors beaucoup ne l'ont peut-être pas vu passer, mais c'est une information qui est pour le coup assez importante, et il était important quand même d'en parler. Ça concerne effectivement l'homme que vous voyez juste ici. C'est Toto Wolff. C'est un mouvement financier énorme qui pourrait faire beaucoup parler dans le paddock, et qui fait d'ores et déjà beaucoup parler dans le paddock Formula One. C'est Toto Wolff qui est au cœur d'une nouvelle affaire selon Sportivo. Nouvelle affaire.
bonne affaire pour lui. Selon Sportico, BBC et le Financial Times, Toto Wolff serait en train de céder 5% de sa participation dans Mercedes Formula One et la valorisation de l'équipe explose tous les compteurs, mais je vais y venir. Aujourd'hui, l'actionnariat actuel simple du côté de chez Mercedes, enfin l'écurie Mercedes, elle est divisée en 3 parties. 33% pour Toto Wolff, 33% pour le groupe Mercedes-Benz, à l'époque groupe Daimler d'ailleurs, et 33% pour Ineos avec le PDG qui est Jim Ratcliffe. Quand Toto Wolff est d'ailleurs arrivé en 2013, important d'en parler, il a pris 30% des parts de l'écurie Mercedes, elle n'en valait que 165 millions à ce moment-là, retenez bien ce chiffre. Aujourd'hui, Mercedes Formula One vaut en valeur estimée environ 5,5 milliards d'euros, donc près de 6 milliards de dollars. C'est l'une des valorisations les plus hautes de l'histoire de la Formule 1, puisque même si les estimations fluctuent selon les organisations, à titre de comparaison, pour l'instant, eh bien, la Scuderia Ferrari est estimée à la plus haute valeur estimée, et l'écurie avec la plus haute valeur estimée à 6,4 milliards de dollars, et Mercedes est juste en dessous des 6 milliards ou 6 milliards, encore une fois, selon les différentes organisations d'estimation. Bon, pour ce qui est de Mercedes en particulier, qui rachèterait les parts de Toto Wolff, donc 5% des 33% qu'il a aujourd'hui, eh bien, selon les informations, ce serait George Kurtz, CEO de CrowdStrike, sponsor de Mercedes depuis 2019, et qui d'ailleurs également certaines fois couleur de la safety car depuis 2021. Parfois c'est Mercedes, quand la safety car est en Mercedes, eh bien elle est de couleur rouge aux couleurs de CrowdStrike, et quand elle est avec Aston Martin, c'est la couleur verte pour la safety car. À l'heure actuelle, rien n'a été officialisé, mais les discussions seraient bien avancées tout de même. Le point important, est-ce que quand même Toto Wolff garderait ses rôles en vendant ses 5%? Pas trêve de suspense, oui. Toto Wolff, ça ne changera rien par rapport à son rôle dans Mercedes. Il restera team principal et PDG, bien sûr, de l'écurie Mercedes. Il a une part très importante toujours dans la holding. Eh bien, même s'il vend tout ça, Toto Wolff, c'est 5%, eh bien, il passerait sous les 33%, mais la gouvernance resterait strictement identique. Pourquoi c'est énorme, effectivement, ce qui se passe par rapport à Toto Wolff? Parce que la montée en valeur de l'écurie Mercedes est absolument folle. On en parlait justement un petit peu avant. Quand Ineos est entré au capital en 2022, Mercedes valait environ 246 millions d'euros pour le tiers de l'équipe. Exactement. Aujourd'hui, la valeur totale est plus de 20 fois supérieure. Entre Drive to Survive, l'explosion du marché américain dans l'arrivée de Cadillac, l'arrivée d'Audi également, dont on va parler dans quelques instants, le boom des sponsors américains et même le carton du film F1 avec Brad Pitt, 730 millions d'ailleurs d'euros dans le box-office au cinéma. Jamais la Formule 1 n'a généré autant d'argent, ne s'est jamais aussi bien portée. Et c'est pour ça que, petit aparté notamment sur les rumeurs de vente de l'écurie Alpine par le groupe Renault, je n'ai jamais compris ces rumeurs-là. Elles sont totalement infondées parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que vendre une écurie de Formule 1, c'est absolument aberrant, ça ne sert strictement à rien parce que tu perdrais un détenteur d'une écurie de Formule 1 ou des détenteurs d'une écurie de Formule 1, eh bien ils perdraient nettement, ils gagneraient beaucoup effectivement aujourd'hui, mais ils en gagneraient moins s'ils vendaient plus tard. Ils en gagneraient moins aujourd'hui que s'ils ne vendaient plus tard. Voilà là où je veux en venir. À l'époque, on parlait de Renault qui pouvait vendre l'écurie Alpine. On parlait de Hightech Grand Prix. Bref, c'était une vaste blague. Jamais Renault n'allait vendre une écurie comme Alpine, car ce n'est pas un gouffre financier. Bien au contraire, le groupe Renault a bien plus à rester en Formule 1. Parce que aujourd'hui, l'écurie Alpine vaut peut-être entre 3 et 4 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Et donc on vendrait une écurie qui a une aussi haute valeur estimée et qui peut tripler encore plus sa valeur dans les prochaines années. Non, c'était une aberration. Enfin, j'ai jamais cru à ces rumeurs-là. C'était d'ailleurs des informations qui étaient totalement infondées. Donc non, voilà, c'est ça. Et quand on regarde aujourd'hui ce que Toto Wolff, rendez-vous compte, Toto Wolff, il a acheté ses parts dans l'écurie Mercedes en 2012-2013. Il les a achetées pour seulement 165 millions. Aujourd'hui, la valeur estimée totale de l'écurie Mercedes, c'est du 6 milliards. C'était 165 millions qu'il a acheté. Non, il a pris 30% des parts de l'écurie Mercedes quand elle n'en valait que 165 millions. Voilà ce que je veux dire. C'est plutôt ça, pardon.
Donc bon, ça sert, vous comprenez la valeur ajoutée et l'offre, enfin aussi le move grotesque de Toto Wolff qui s'investit dans quelque chose qui coûte 165 millions et qu'aujourd'hui on vaut 6 milliards. Sur la piste d'ailleurs, plus particulièrement pour Mercedes, eh bien, fait une saison 2025 plutôt solide avec deuxième au classement constructeur des McLaren. Russell a gagné 2 courses, peut-être une troisième d'ailleurs avec ce Grand Prix de Las Vegas qui arrive ce week-end. Une équipe qui est encore ultra référente dans les hybrides avec 8 titres constructeurs et 7 pilotes. Mercedes est un énorme actif financier en pleine forme, même dans la domination, loin de la domination 2014-2020. Donc voilà par rapport à Toto Wolff et à ces informations qui sont absolument importantes dans l'écosystème de la Formule 1. Et moi j'ai plus envie de dire bravo Toto Wolff pour le move parce qu'il est incroyable. T'imagines vraiment, encore une fois je reste là-dessus, mais t'achètes quelque chose qui a une valeur de 165 millions d'euros et aujourd'hui ça vaut 6 milliards d'euros. Mais attends, mais move exceptionnel de la part de Toto Wolff, bien sûr. Commençons par cette autre news également. Ça me permet de passer sur ça, puisque pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, il y a eu il y a eu un conseil mondial de la FIA sur notamment les questions de la Formula One. Et aujourd'hui, on a plein de petites news à aborder, à savoir que dans ce Conseil mondial, c'est une nouvelle qui va certainement faire plaisir à nos yeux. On parle beaucoup du règlement 2026 pour les moteurs, l'aéro, le poids, mais un autre changement est beaucoup plus visible, vient d'être validé par la FIA. La question, bien sûr, des livrets, mais avant tout, regardez justement cette news qui est tombée, à savoir également que la proposition visant à instaurer 2 arrêts au stand en 2026 n'a pas été retenue par la FIA. On en avait parlé il y a quelques épisodes de Push Lap de ça. On en avait parlé, et bien finalement ce ne sera pas utilisé en 2026, pas validé pour 2026, ce sera... Les discussions ne sont pas arrêtées, alors semblerait-il qu'on veut en rediscuter et potentiellement mettre ça pour 2027, mais voilà, l'une des informations a été celle-ci. L'autre information, c'est quelque chose qui va nous faire certainement plaisir, c'est la fin du carbone à nu, place à des vrais livrets à partir de 2026. La FIA va imposer que 55% de la surface d'une Formule 1 soit couverte de peinture ou de vinyle, vue de côté et de dessus. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les voitures soient plus facilement distinguables en piste. Depuis 2022, on voit de plus en plus de monoplaces à moitié noires avec de larges zones de carbone brut pour gagner du poids. Parce qu'une pointure complète peut coûter, certains disent jusqu'à 700 grammes. Alors j'ai lu un article il y a quelques minutes pour tout vous dire, parlant d'un poids qui est beaucoup plus important. C'est Beat Zender, team manager d'Alfa Romeo, qui dit qu'un travail de peinture complète sur une Formule 1 pèse environ 6 kilos, donc c'est compréhensible que les écuries de Formule 1 veuillent absolument gratter au plus veulent gratter au plus la peinture pour gagner du poids, parce que le poids c'est l'ennemi numéro 1 du sport auto, bien sûr, et avec un poids minimum déjà difficile à atteindre, les équipes avaient sacrifié donc presque leur identité visuelle, sauf que voilà, en 2026 la Formule 1 va devoir être encore 30 kilos plus légère, tout en embarquant des batteries plus grandes, plus importantes pour la nouvelle partie électrique du moteur. Les équipes s'apprêtaient clairement donc à gratter encore plus sur la livrée. La FIA a donc coupé court sur ce jeu-là, à savoir 55% de livrée obligatoire et terminer les voitures quasi noires par contrainte, et objectif que chaque monoplace soit clairement identifiable instantanément. C'est d'ailleurs une mesure qui est assez rare d'ailleurs dans l'histoire du sport auto, particulièrement auprès de la FIA, qui a fait débat, car certains y voient une règle esthétique imposée dans un sport qui se veut technique. Ça fait débat et je le comprends. J'en parlais justement un petit peu en off tout à l'heure avec on discutait avec l'équipe d'Emotion sur ces questions-là. Il faut savoir que... sachez que... Amélie Netten, petit ref. Mais il faut savoir que, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, peut-être il y a 2-3 ans, Williams allait vraiment mal, et notamment leur voiture était beaucoup, beaucoup trop lourde à leur goût. Et c'est pour ça qu'ils avaient essayé de gratter... vraiment au maximum sur leur livret bleu emblématique du côté de chez Williams, et qu'à un moment ils avaient vraiment estimé enlever vraiment encore plus de livrets, donc il n'y avait vraiment plus d'identité visuelle sur les livrets, pour permettre d'avoir le moins de peinture possible. C'était le département technique qui avait contacté le département commercial pour avoir cette autorisation. Le département commercial a fait non, on va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que y a des sponsors et une identité visuelle à avoir, c'est pas bon pour les affaires d'une certaine manière de se montrer à nu comme ça en carbone
bonne nuit. Donc oui, c'était tout à fait logique de voir ce genre de situation. Donc voilà, donc maintenant la FIA a coupé court par rapport à cette question des livrets. Et puis la deuxième info, c'est une info qui est également importante, qui est plutôt cool d'ailleurs à aborder, à savoir que les pilotes pourront désormais changer de numéro permanent. Ça a été validé dans cette même réunion de la FIA au Conseil mondial. Les pilotes auront le droit de demander un changement de numéro. En fait, depuis 2014, chaque pilote garde le même numéro de manière permanente, sauf le 1 pour le champion du monde, bien sûr. À partir de 2026, ils pourront donc changer de numéro sous réserve que le numéro désiré soit libre. Alors, je suis curieux de savoir comment ils vont... si par exemple, Charles Leclerc veut changer son numéro 16 pour prendre le numéro... 4 ou un autre numéro 80 de Oscar Piastri par exemple, quel est l'ordre de choix en fait? Est-ce qu'il y a une draft pour dire le pick numéro 1 c'est Lando Norris, est-ce que le choix numéro 2 ça reviendra à Oscar Piastri, et c'est peut-être déjà comme ça d'ailleurs. Je suis curieux d'avoir peut-être des informations en commentaire de quelqu'un qui connaît vraiment nettement mieux le règlement de la F1 sur cette question là, mais c'est vrai que je suis plutôt curieux de savoir ça. Est-ce qu'il y a un pic de draft d'une certaine manière pour choisir ses numéros. Donc demain, si Charles Leclerc veut changer son numéro 16, il pourra changer son numéro 16. Une ouverture qui pourrait d'ailleurs changer l'identité visuelle de certains pilotes, voire ouvrir la porte à des numéros peut-être même iconiques. Mais c'est vrai que même si la FIA a autorisé ça, curieux d'avoir vos avis en commentaire, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer demain, encore une fois, un Charles Leclerc changer de numéro, un Pierre Gasly changer de numéro. J'ai pas le souvenir d'avoir un pilote qui a dit ouvertement mon numéro ne me plaît pas en Formule 1. J'ai pas de pilote qui me vient en tête ou qui a vraiment dit ouvertement dans les médias ou dans d'autres canaux, mon numéro j'aime pas. Si je pouvais, je le changerais. Donc je pense que même si cette règle a été appliquée par la FIA, bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des pilotes qui vont aller dans ce sens-là. Donc ouais, voilà un peu pour cette news autour de la FIA, les copains. Autre information, les amis. C'est une information également de la FIA. Vous allez le comprendre, et c'est une information qui est bien sûr extrêmement importante parce que ça concerne cette saison 2025 de Formule 1 directement, non pas ce Grand Prix de Las Vegas, mais le Grand Prix qui arrivera juste après. Je rappelle qu'on est lancé dans un triple header jusqu'à la fin de la saison. C'est la toute dernière ligne droite, et cette news peut changer peut-être le destin de ce championnat du monde 2025 de Formule 1. La FIA, impose 2 arrêts obligatoires sur le prochain Grand Prix du Qatar. Ce sera pas une course comme les autres, ou du moins le Qatar est vraiment une course à part avec une obligation qui a de nouveau été imposée après la première édition du Grand Prix du Qatar. C'était en 2021. Il me semble que c'était 2021 ou 2022 cette règle. Je crois que c'était en 2023 en fait finalement, puisqu'en 2022 il y avait la Coupe du Monde, donc il n'y avait pas eu de course au Qatar. La FIA, la Formula One et Pirelli ont décidé d'imposer une règle exceptionnelle. Un train de pneus ne peut pas dépasser 25 tours, et ce, peu importe le composé. Automatiquement, ça veut dire une chose, il y aura au minimum 2 arrêts obligatoires dans le Grand Prix du Qatar. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour le spectacle, mais vraiment, en fait, finalement, pour la sécurité. Alors pourquoi cette décision ? Le circuit de Losail, on le connaît maintenant, c'est l'un des tracés peut-être les plus violents pour les pneumatiques, et notamment avec les charges latérales énormes. Il y a la chaleur, il y a la vitesse également. L'avant gauche vit un véritable supplice sur ce tracé. Et Pirelli a réanalysé toutes les données de l'édition 2024 et a constaté que plusieurs pneumatiques avaient atteint leur limite critique, mais que malgré ça, certaines équipes cherchaient quand même à allonger les relais. Et ça, clairement, ça pouvait devenir très dangereux. Du coup, limitation à 25 tours tout compris, même si c'est sous safety car ou sous virtual safety car. Et ça par contre c'est quand même quelque chose qui va être intéressant d'aborder. Ça compte donc du coup, les seuls tours non comptés seront ceux de mise en grille, de formation et le tour après l'arrivée, bien sûr, donc le in-lap. Ce que ça change concrètement, le Grand Prix fait 57 tours. Donc mathématiquement, pas le choix, il y aura 2 arrêts minimum. Certaines équipes tenteront peut-être un 3e arrêt selon les pneumatiques restants. Et en plus de ça, Pirelli apporte les pneus les plus durs possibles, C1, C2, C3, et même ça ne pourra pas supporter l'effort de la course si elle devait se passer hors réglementation Pirelli imposée. Ce qui est drôle, c'est que cette décision arrive pile au moment où la Formule 1 a refusé l'idée d'imposer 2 arrêts obligatoires à partir de 2026. Là, ce n'est ni un test, ni une volonté de créer du spectacle, c'est juste on n'a pas le choix si on veut éviter
éviter des soucis graves. Alors comment ça va fonctionner d'ailleurs ? Eh bien avant chaque séance, Pirelli donnera à chaque équipe donc le nombre de tours restants sur chaque train de pneumatique. Donc les stratégies vont être très cadrées et très surveillées. Alors j'en parlais un petit peu juste avant, mais c'est vrai que les tours qui vont être comptés sous safety car ou sous virtual safety car, je pense qu'on va être d'accord, mais ça fausse quand même sacrément la course, cette histoire. Hein, parce que là, vous vous rendez compte, vous imaginez, on fait des tours sous safety car, donc du coup, il n'y a pas de choses imposées aux pneumatiques, il n'y a pas les mêmes charges qu'on est comme si on était en pleine vitesse. Moi, je trouve par contre que imposer ça sous safety car ou sous virtual safety car, ça fausse quelque peu la course. Est-ce que ça va changer des choses dans ce Grand Prix du Qatar ? Je ne sais pas. De toute façon, cette règle peut changer l'aspect du Grand Prix du Qatar, ça c'est sûr et certain dans la finalité, ça c'est clair. Par contre, cette règle de mettre sous safety car et sous virtual safety car, ces tours-là vont être comptés dans le décompte des pneumatiques. Moi, je trouve que ça fausse réellement la course parce que la course ne se joue pas là, en fait. La course ne va pas se jouer là. Elle se joue dans la stratégie, bien sûr, mais elle ne va pas se jouer ici. Le pneumatique peut survivre à des tours sous safety car ou à des tours sous virtual safety car. Donc, je serais curieux d'entendre un peu plus Pirelli par rapport à cette question et pourquoi avoir voulu mettre les tours sous safety car et virtual safety car. Donc, bon, c'est un petit peu étonnant cette décision. Par contre, pas étonnant cette décision par rapport au Grand Prix du Qatar. La question étant vraiment la véritable place de ce Grand Prix du Qatar. Faut-il vraiment continuer à faire un Grand Prix du Qatar du côté de Losail ? Alors je connais pas assez bien la région pour savoir si c'est un petit peu plus frais dans les autres régions du Qatar, ou autres secteurs plutôt. Mais c'est vrai que là à Losail, ça va faire 2 grands prix, on va avoir des limitations imposées. On se souvient d'un grand prix, donc c'était je crois en 2023, où les pilotes étaient vraiment sans dessus-dessous, étaient complètement lessivés, et beaucoup étaient au malaise. Logan Sargent, souvenez-vous, au Grand Prix du Qatar 2023, n'avait même pas terminé le Grand Prix parce qu'il ne supportait pas physiquement l'effort qu'il y avait pour faire ce Grand Prix du Qatar. Je pense qu'il y a vraiment des questions de sécurité à se poser pour la bonne tenue ou non, d'ailleurs, de toute façon, de ce Grand Prix du Qatar. Est-ce qu'il ce n'est pas trop dangereux, en fait, de faire ce Grand Prix du Qatar en Formule 1 ? C'est une question qu'il faut vraiment se poser, je pense, aujourd'hui. L'autre news également, les amis, pour terminer ce push mag avant de passer au corps même, au push to talk, les amis, c'est une news Formula E. Vous savez mon attache pour la Formula E, bien sûr, mon amour pour la Formula E que je suis depuis dès le début. Donc notamment si vous ne connaissez pas trop la Formula E et que vous avez envie de découvrir, vous êtes curieux même tout bonnement de la Formula E, vous êtes au meilleur des endroits, au meilleur des moments, et je vous invite également à suivre mon contenu personnel sur mes réseaux sociaux, qui sont en description de la vidéo YouTube, à me suivre sur mes réseaux parce que je parle très très souvent de la Formule E. D'ailleurs, au moment où on se parle, la prochaine saison de Formule E commence dans 16 jours avec le premier prix du côté de Sao Paulo. Alors ça aura lieu le samedi de la séance de qualification donc du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pas en même temps, mais ce sera le même jour d'ailleurs, le premier prix de la nouvelle saison de Formule E. Et il y a donc une nouvelle news qui est tombée et elle va faire débat. En tout cas, moi de mon côté, elle fait énormément débat parce que on parle beaucoup de la Gen 4, on en a parlé la semaine dernière avec Lucas par les fins, la Gen 4 qui arrive en Formule E, mais Porsche vient d'envoyer un message encore plus fort. À partir de la saison 2026-2027, Porsche aura 2 équipes d'usine en Formule E. C'est un vrai tournant stratégique pour le constructeur allemand. Porsche double la mise, à savoir que la 13e saison de l'histoire de la Formule E, celle où arrivera la Gen 4, plus de 800 chevaux, encore une fois je le rappelle, transmission intégrale active, châssis entièrement revu, sera aussi celle où Porsche va réorganiser son engagement autour de 2 équipes totalement gérées en interne. Aujourd'hui, Porsche fournit des moteurs à 3 équipes, le team Porsche officiel, Andretti Formula E et Cupra Kiro, mais à partir de 2026-2027, donc vous l'avez compris, il y aura 6 Porsche 99X électriques en piste, mais 2 équipes seront 100% Porsche et une seule restera cliente. Pourquoi cette stratégie ? Selon Thomas Lodenbach, patron des Porsche Motorsports,
La Formule I offre le meilleur retour sur investissement possible en sport auto. La technologie y est directement utile aux voitures de série électriques. Et surtout, la Gen 4 est une opportunité parfaite pour accélérer leur présence. Porsche explique aussi vouloir renforcer toute sa filière ingénieur, mécanicien, pilote. Bref, créer une structure 100% électrique cohérente. Maintenant que la marque quitte le WEC à partir... d'ores et déjà, a quitté le WEC en tant que team officiel à la fin de cette saison 2025 qui s'est terminée il y a quelques jours. Les deux équipes Porsche seront d'ailleurs basées à Weissach, le centre historique de développement Porsche. C'est un repositionnement majeur. La Porsche, en fait, fait finalement de la Formule I son programme numéro 1. Ce que ça change pour la discipline avec Porsche qui monte en puissance, la FE gagne un constructeur majeur encore plus investi. Deux équipes d'usine capables d'être des références, et potentiellement un niveau technique encore plus haut pour la Gen 4. C'est aussi un signal fort clair envoyé au paddock. La Formule E devient un terrain stratégique pour les marques qui veulent vraiment montrer leur savoir-faire électrique. Alors, je comprends tous les... j'ai donné un petit peu plus ces explications de pourquoi Porsche s'investit plus en Formule I. Alors, c'est un message fort d'ailleurs, bien sûr, qui est envoyé du fait que Porsche décide clairement de dire la Formule I, c'est notre priorité. On s'est retiré du WEC pour se réinvestir encore plus en Formule I. Porsche est déjà devenu championne du monde il y a, pas cette saison-là, mais la saison d'avant, avec Pascal Wehrlein, qui est devenu champion du monde pilote, Pascal Wehrlein. Cependant, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la Formule I qu'un même constructeur ait deux équipes d'usine. J'en parle notamment en Formule 1 sur la question de Red Bull. Je trouve que Red Bull a beaucoup trop de pouvoir en Formule 1 en ayant deux équipes. Vous imaginez sur 11 équipes qu'il y aura l'année prochaine, il y en a deux qui appartiennent à Red Bull. On parle en Formule I, il n'y a pas ça jusque-là, en termes d'équipe d'usine. DS Performance, alors oui, est basé à Versailles, mais ils sont en partenariat avec avec Penske. Citroën est une équipe full usine Stellantis, ça c'est vrai. Et en fait, finalement, je rejoins aussi finalement la question de Stellantis. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Oui, pour moi, même Stellantis, je suis pas hyper fan de voir un même groupe avoir deux équipes qui leur appartiennent. Voilà, c'est plutôt cette question-là. Je retire ce que j'ai dit. Parce que je trouve que moi, je me plains énormément de Red Bull sur la question de leur pouvoir, bien sûr, en Formule 1. Trop de pouvoir, trop de poids décisionnaire. C'est pas bon pour le sport, à mon sens, d'avoir dans une discipline, notamment en Formule 1, plus particulièrement, d'avoir une équipe majeure, un constructeur majeur, enfin du moins une équipe majeure qui gagne des titres et qui concourt pour les championnats du monde chaque année, eh bien, pouvoir se permettre d'avoir deux équipes et donc d'avoir un pouvoir décisionnel qui est nettement plus important par rapport à Mercedes, par rapport à Williams aussi, par exemple. Non, c'est pas normal pour moi. Et pour ce qui est de la Formule I, c'est pareil avec Porsche. Là, on parle de deux équipes purement usines. Alors, la deuxième écurie sera une équipe dite junior, annonce Porsche. Bon, ça veut dire qu'il y aura des jeunes pilotes qui iront du côté de cette deuxième équipe Porsche. Comment elle s'appellera, d'ailleurs, je suis très curieux de le savoir. À l'heure actuelle, on ne le sait pas. Mais je comprends l'idée que la Formule I se renforce, et surtout avec un constructeur majeur tel que Porsche qui va encore plus s'investir en Formule I. C'est une excellente nouvelle, ça c'est sûr et certain. Avec Jaguar également qui sera là, il y aura Nissan, donc Viry-Châtillon, Nissan d'ailleurs, avec Stellantis, avec Citroën bien sûr qui s'investit à partir de cette saison, qui arrivera dans quelques jours, et DS Performance. Il y a Mahindra aussi bien sûr. Pas pourquoi j'ai dit avec cet accent, mais je ne sais pas. Mais voilà, il y a plein de choses qui montrent que la Formule I va dans le bon sens, ça c'est sûr. Cependant, c'est mon avis, je vous laisse donner vos avis en commentaire. Je suis pas fan de l'idée d'avoir un constructeur qui a deux équipes d'usine. Je trouve que c'est pas très très bien. Surtout que 6 voitures Porsche l'année prochaine. 6 voitures, on est dans 2 ans. 6 voitures Porsche. 6, parce qu'on se rend compte, c'est énorme. Donc je suis pas hyper enjoué par rapport à cette news, par rapport à Porsche, bien sûr, les amis. Donc, ouais. D'ailleurs, dans quelques jours, la saison, je le disais, de nouvelle saison de Formule 1 débutera. J'aimerais bien faire un push lap un peu plus poussé sur la Formule I. J'aimerais avoir ici un pilote de Formule I, certainement français ou francophone. Le problème, c'est une question de timing, parce qu'il y a la fin de saison de Formule 1 qui arrive. C'est déjà bouclé, bien sûr, en termes d'invités jusqu'à la fin de la saison. Donc, je vais voir comment je peux faire. Par contre, en 2026, oui, clairement, on aura le temps pour ça. Donc à voir comment ça peut évoluer. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont très frileux de la Formule I.
Si vous aimez pas la Formule I, bah vous regardez pas, point c'est tout, vous n'avez pas besoin de critiquer autant. Si vous voulez vous intéresser à la Formule I, eh bien avec un grand plaisir, et je serai là pour répondre à toutes vos questions, puisque je sais pas si... Alors si vous voulez des créateurs qui parlent beaucoup de Formule I et qui sont très intéressants, eh bien je peux vous recommander d'ailleurs PokéRace, qui d'ailleurs a changé de nom, j'ai malheureusement oublié son nom, sur le nouveau nom sur les réseaux sociaux, mais PokéRace sur Insta qui fait aussi du très bon contenu sur la Formule I. Il y a Nadia Race aussi qui fait quelques fois de la Formule 1. Nadia, que j'aimerais bien avoir ici également, elle a accepté l'invitation d'ailleurs, mais maintenant c'est voir quand est-ce qu'elle peut venir. Et puis également, moi je fais aussi très souvent bien sûr du contenu Formule 1. Et puis dans quelques jours, il y aura la sortie, la mise en ligne de la billetterie du Monaco e-Prix que je commente chaque année avec l'Automobile Club de Monaco, le Monaco e-Prix qui est le meilleur e-Prix des saisons de Formule 1, double header encore une fois la saison prochaine. Donc j'ai hâte de vous y retrouver, et c'est aussi une Formule 1, et la Formule 1 c'est pas cher, du moins à Monaco. C'est par rapport à la Formule 1, on est sur un week, tu peux faire les 2 jours pour 45 € par personne. Voilà, c'est un événement familial, un événement de bonheur, et si vous venez, eh ben vous aurez la chance de m'entendre sur tout le circuit, voilà, et puis également sur les contenus de l'Automobile Club de Monaco, comme chaque année. Et j'ai hâte d'ailleurs de repartir à l'aventure avec la CM, après le e-rally il y a quelques semaines. Là, on est le 18 novembre, dans quelques semaines, on est reparti avec le rallye Monte-Carlo, en WRC, le rallye historique. Bref, je vous en parlerai, ça c'est sûr et certain dans Push Lap, très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bon, on passe au Push to Talk, les copains. On a bien enchaîné, bien garni d'ailleurs, les copains. Petite chose d'ailleurs par rapport au Push Mag, si, eh bien, certainement je vois passer toutes les actus, c'est vrai. Parfois, je peux faire le choix de ne pas mettre dans le Push Mag certaines actus parce que d'autres arrivent au même moment et ainsi de suite. Si vous voulez vraiment, vous, viewers ou également en podcast audio, vous voulez vraiment qu'on apporte une actu particulière durant la semaine écoulée avant le mardi de tournage de Push Lap, eh bien, vous allez dans la dernière vidéo, vous mettez en date, donc le dernier épisode qui est sorti, et vous dites, faut que tu parles dans le Push Mag de cette news. Voilà. Vous l'avez compris. Donc voilà, sous cette vidéo, pour l'épisode de la semaine prochaine qui sera celui du 25 novembre peut-être, qui sera avec, je ne dis rien pour l'instant, eh bien avec un invité, eh bien vous dites non, dans le push-pack, il faut parler de ça. Voilà, très bien. Et bien comme ça, on est clair, comme ça là-dessus. Bon, le push to talk, les amis, eh bien, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, les amis, eh bien, on va parler de Audi. Alors oui, je dis Audi, je vous préviens, parce que... Je comprends pas pourquoi ça fait autant débat. Parce que j'ai fait du contenu perso, et en commentant on m'a pas me dire pourquoi tu dis Audi. Pourquoi c'est Audi, je connaissais pas. Bah oui, c'est juste que Audi, comme vous le dites. Non, c'est pas la vraie prononciation. Non, la vraie prononciation c'est Audi, les copains. Donc voilà. Elle est là, les amis. Je vais boire un petit coup d'eau parce que ça va être un bon push to talk avec beaucoup d'actu, beaucoup de débats. J'adore l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Genre Arsenal. La Stanley Cup. Bon, parlons d'Audi, les amis, parce que il y a quelques jours, c'est bien sûr ça qui est tombé. Les copains, c'est une arrivée majeure dans l'histoire de la Formule 1. Audi a dévoilé, vous la voyez, son identité visuelle pour la saison 2026. C'est une saison historique qui marquera donc le début d'une nouvelle ère pour le constructeur allemand, avec dans moins de 100 jours le départ de leur tout premier Grand Prix de leur histoire, avec leur propre moteur. C'est important d'en parler, ça bien sûr, parce que c'est un moment fort pour un constructeur qui s'est couvert de succès partout où il est passé dans le sport automobile, que ce soit en championnat du monde d'endurance avec notamment les 24 heures du Mans ou en championnat du monde des rallyes. Audi veut inscrire désormais dans son héritage les succès en Formule 1, et l'objectif est déjà clair de toute façon: afficher, assumer, viser le titre mondial en Formule 1 d'ici 2030. Alors non, Audi ne prépare pas seulement son arrivée en Formule 1, vous l'avez très bien compris, Audi est en train de construire ses prochains triomphes dans la catégorie reine du sport automobile. Alors comment et de quelle manière Audi veut réussir à s'imposer en Formule 1, et comment Mattia Binotto va guider Audi pour permettre aux constructeurs allemands de construire un nouveau règne en Formule 1? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble.
ensemble, je vous ai préparé un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre comment en fait Audi va gagner en Formule 1. Je vous le dis direct, moi je crois fermement au projet Audi en F1. C'est quelque chose, je l'ai toujours dit, même si c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'inquiétudes et on va y venir. Déjà dans un premier temps, pourquoi Audi a rejoint la Formule 1 ? Parce qu'il n'arrive pas seulement par curiosité ou par opportunité, marketing même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui Audi arrive au bon moment et pour des raisons qui sont vraiment très précises. D'abord, il y a une question toute simple. Pourquoi 2026 pour Audi ? Pourquoi ne pas arriver avant d'ailleurs ? Pourquoi ne pas arriver plus tôt ? Audi a annoncé sa volonté d'arriver en Formule 1 pour 2026 au moment de 2022. Pourquoi ils ne sont pas arrivés en 2024 ou même en 2023 d'ailleurs ? La réponse est plutôt assez claire dans la communication d'Audi dans un premier temps, à savoir que 2026 c'est l'année de la nouvelle réglementation technique et principalement moteur. Et ça change absolument tout parce que dès l'année prochaine, on va avoir une partie hybride qui va prendre encore plus de place. Le moteur électrique devra produire à lui seul environ 400 kW, donc soit 544 chevaux dans la réglementation qui a été annoncée par la FIA. Le V6 reste, mais l'équilibre thermique électrique est complètement différent. On va être sur du 50-50 entre la partie thermique et donc la partie électrique. La réglementation intègre aussi une vraie gestion des coûts pour éviter que certains motoristes claquent des fortunes. Et donc la F1 fixe un objectif de neutralité carbone également d'ici 2030. Les monoplaces passeront à des carburants 100% synthétiques, donc plus une goutte de pétrole fossile dans les réservoirs. C'est pour ça notamment que Audi s'est associé avec BP Castrol il y a maintenant quand même un certain temps pour préparer 2026. Et puis on a aussi une réglementation qui a été faite pour justement attirer Audi. Audi s'est fait attirer par la Formule 1, par son attractivité, mais en même temps la Formule 1 voulait l'arrivée d'Audi en Formule 1, nettement. Notamment avec une réglementation qui faisait en sorte d'attirer des gros constructeurs. Et donc, c'était le moment parfait pour Audi d'entrer dans le game de la Formule 1. Tu évites également cette arrivée 2026. C'est important pour Audi parce que tu évites de te battre contre des motoristes qui ont 10 ans d'avance sur une génération de moteurs qu'ils maîtrisent par cœur. Et tu arrives également au moment où tout le monde doit presque d'une certaine manière réapprendre avec un tout nouveau moteur pour la prochaine réglementation de Formule 1. Audi le dit clairement d'ailleurs, de toute façon 2026 c'est le meilleur moment pour un nouveau constructeur parce que ça limite l'impact du manque d'expérience face à ses rivaux déjà en place. Et derrière cette date, il y a aussi quelque chose de très important. La Formule 1 pendant des années, alors je sais que ça fait peut-être faire passer ça pour du greenwashing, et je le conçois totalement pour ceux qui ont cet avis-là, mais c'est quand même important d'en parler. Pendant des années, la Formule 1 a été critiquée comme un sport polluant déconnecté des enjeux actuels. Aujourd'hui, la F1 veut se vendre comme un laboratoire technologique verte. Carburant synthétique, électrification, neutralité carbone et réduction des émissions. Donc aujourd'hui, quand on regarde du côté de Ingolstadt, là où est basé Audi, la stratégie est claire de ce virage-là. Toute la gamme Audi se dirige vers l'électrification. C'est un fait, aujourd'hui, Audi a dit clairement, on veut que tout notre parc électrique soit tout notre parc voiture soit électrique. Bon, c'est leur choix, mais notamment des modèles hybrides et électriques. Et c'est alors j'allais parler du slogan justement de Audi. J'hésite à le dire, mais en français ça veut dire l'avance par la technologie. Ce n'est pas juste une phrase en pub. Eux, ils veulent vraiment le concrétiser. Donc pour concrétiser ça, ils ont arrêté d'ailleurs leur programme de championnat du monde d'endurance où ils souhaitaient revenir en hypercar pour s'investir massivement sur la Formule 1, tout mettre sur la Formule 1. Donc aussi c'est un message fort qui est envoyé par Audi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous l'endurance, on a triomphé là-bas. On a déjà donc triomphé là-bas. On a souhaité revenir avec l'hypercar dans le projet du Wake. Finalement, non. On a peut-être déjà gagné là-bas, mais on n'a plus envie de regagner là-bas. Maintenant, on veut gagner en Formule 1. C'est un message fort qui est envoyé. Alors, c'est un message aussi qui a peut-être un peu d'aveu de faiblesse pour le Wake. Je vous laisse donner vos avis en commentaire par rapport à ça. Est-ce que Audi a fait une erreur, d'ailleurs, en disant non au Wake pour aller vers la Formule 1 ? L'avenir le dira, mais je pense qu'on peut déjà avoir certains avis vis-à-vis de ça. La F1 devient donc un terrain de jeu idéal pour Audi pour son expansion, avec
le fait que tu peux y développer des technologies de gestion de l'énergie, travailler sur l'efficacité thermique et tester des systèmes hybrides ultra poussés et ensuite réutiliser tout ça sur les Audi de série. Et c'est ce qu'ils disent eux de leur côté notamment. La Formule 1 est à la fois une plateforme mondiale pour la promotion de notre marque, mais aussi un laboratoire de très haut niveau pour le développement de nos voitures de route. Donc en fait, on comprend clairement que 2026, la Formule 1 cache toutes les cases pour l'arrivée d'Audi, à savoir technologie de pointe, image environnementale améliorée, règlement nouveau qui peut casser l'avantage des anciens, et forcément une plateforme marketing mondiale. Aujourd'hui, la Formule 1 est le sport auto le plus offrant la meilleure publicité au monde pour les constructeurs. J'en parlais tout à l'heure avec Alpine en particulier. Pourquoi quitter la Formule 1 quand tu as aujourd'hui dans la meilleure plateforme publicitaire du monde? Voilà. Avec le football, c'est différent, mais le sport auto, particulièrement ça. Aujourd'hui, la Formule 1 est redevenue est à la place où elle doit être aujourd'hui. Un sport de gladiateurs, un sport d'excellence, un sport de technologie aussi également. Et aujourd'hui, avec la réglementation 2026 de l'année prochaine, qui s'annonce certes difficile à comprendre pour les ingénieurs, qui est un vrai casse-tête, mais ça offrira certainement une plateforme absolument monstrueuse, techniquement parlant, pour les constructeurs automobiles en Formule 1. Et ça, c'est important de le prendre en compte. La visibilité aussi également pour Audi, parce qu'ils ont gagné au rallye à Pikes Peak en DTM, en endurance aux 24 heures du Mans, et également en Formule I. Il leur manquait juste une chose, en fait, finalement, à Audi, la Formule 1. La Formule 1, encore une fois, eux, ils veulent gagner en Formule 1. On a l'explosion, on a, en termes de visibilité, le WEC, ce n'est pas la Formule 1. La Formule I, ce n'est pas la Formule 1. Le WRC, ce n'est pas la Formule 1. Le DTM, ce n'est pas la Formule 1. Voilà, c'est toutes les disciplines où est passé Audi, ça n'a pas la même visibilité, le même impact que la Formule 1. Donc c'est pour ça que Audi, pour des raisons réglementaires, pour des raisons budgétaires aussi également, pour des raisons marketing, bien sûr, les copains, c'est pour ça que Audi vient en Formule 1, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait... Moi, je veux même aller plus loin. Pourquoi Audi n'est pas arrivé plus tôt, même d'une question d'image aussi, bien sûr. Pourquoi ils sont pas arrivés en 2022 ? En 2022, pour la nouvelle ère de la Formule 1, ça aurait été peut-être parfait pour venir en F1 justement à ce moment-là pour Audi. Donc après, il fallait trouver aussi le rachat d'une écurie. Ils ont racheté Sauber, ça c'est vrai, pour 1 milliard, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est vrai que je me dis que Audi aurait pu arriver nettement plus tôt. Mais c'est vrai que en termes de marketing, t'es suivi de partout, t'as des fans engagés sur tous les continents, et il n'y a pas meilleur outil également, sincèrement, pour Audi pour s'impliquer encore plus dans le sport auto et se montrer sous sa meilleure image. Et puis il y a aussi un point important, c'est-à-dire que l'histoire de la F1 est pleine de grands constructeurs, ça c'est clair, qui sont arrivés avec de grands discours et qui sont repartis quelques années plus tard, sans titre, sans gloire et parfois même dans un relatif anonymat. Je prends l'exemple de Ford il y a quelques années avec Stewart et Jaguar aussi également. Ils ont investi beaucoup dans l'écurie Jaguar pour finalement repartir sans rien. Toyota, ça a été pareil aussi également dans les années 2000, où Toyota arrive en Formule 1 et s'en va à la fin de la saison 2009 à cause de la crise financière, mais également aussi à cause de leur histoire qui a fait qu'ils ont énormément investi au début Enfin, ils ont investi un peu sans compter, ils ont mal géré leur compte, ce qui a fait que l'écurie Toyota n'était en rien rentable. Et c'est pour ça aussi que ça a mal tourné pour Toyota, qui avait pourtant, en fin 2009, pour la saison 2010, une voiture qui aurait été capable de jouer le titre, semblerait-il, en 2010 pour Toyota. Le destin fait que la mauvaise gestion a fait perdre la Formule 1 à Toyota. La question maintenant donc pour Audi, c'est est-ce que Audi va être un de ces échecs de plus, ou est-ce qu'ils vont réussir à transformer cette entrée parfaite sur le papier en véritable domination sur la piste? Et ça nous amène à la suite, parce que si aujourd'hui le projet Audi semble solide, et ce en quoi je crois d'ailleurs, eh bien ça n'a pas toujours été le cas, et c'est peut-être le moment le plus important notamment de cette question autour de Audi, comment Audi va construire son règne en Formule 1, c'est en passant par des moments difficiles, et ils ont déjà vécu des moments difficiles avant leur premier tour de roue officiel en Formule 1. Parce qu'on a parlé de pourquoi Audi vient en Formule 1, mais il faut être honnête, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un moment où le projet Audi sentait pas bon du tout. Déjà, il y a Sauber sur le papier
Il y a Sauber parce que sur le papier, Audi reprend une structure existante avec de l'expérience, une soufflerie, une usine qui est à Hinwil, donc la base de Sauber qui est en Suisse. Et en réalité, en 2023 et même en 2024, Sauber était dans le fond de la grille. 2024, c'était dernière au classement constructeur avec 4 petits points seulement. On sentait que une équipe qui patinait, une intégration du personnel qui se fait mal, des nouveaux venus d'autres équipes qui avaient du mal à trouver leur place selon les médias allemands. Et ça pour un projet censé bâtir un top team d'ici 2030 quand même. Hein. Et ça commençait déjà à sonner comme un certain retard à l'allumage pour Audi. Et puis surtout, il y a eu le vrai problème, la guerre interne au sommet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou du moins pour ceux qui découvrent également comment Audi arrive en Formule 1, parce que au début du projet Audi, il y a un homme qui était à la tête. C'était Andreas Seidl. Andreas Seidl, à l'époque, il était le patron de McLaren Racing. Aujourd'hui, le patron de McLaren Racing, de l'écurie, de team principal de l'écurie McLaren Racing, c'était Andreas Seidl. Maintenant, c'est Andrea Stella. Andreas Seidl a quitté McLaren pour se lancer dans le projet Audi. Logique, et je trouvais d'ailleurs à ce moment-là que c'était le meilleur homme possible pour prendre la tête du projet Audi en Formule 1. Andreas Seidl était le patron opérationnel de la F1 Audi Sauber. C'était lui qui devait piloter la transformation de l'équipe, prendre des décisions et structurer le projet. Sauf qu'au-dessus de lui, il y avait Oliver Hoffmann, président du conseil d'administration, qui devait, à la base, superviser seulement un rôle plus politique que sportif. Sauf que Hoffmann, lui, il s'est pris au jeu de la Formula 1, il a commencé à s'impliquer dans l'opérationnel et donc à marcher sur le territoire de Andreas Seidl, à intervenir sur des décisions qui n'auraient pas dû être finalement les siennes. Résultat, on avait deux têtes qui se tiraient la bourre et qui prenaient des directions différentes pour l'écurie Sauber qui devait devenir Audi, des décisions humaines et infrastructures retardées, voire jamais prises, et la transformation de Sauber en vraie équipe d'usine au point mort. On parle d'un projet qui avait quand même 3 ans et demi de mise en place jusqu'à 2026 et dont une bonne partie a été gaspillée par des lenteurs, des jeux politiques et surtout de la très mauvaise gouvernance. Et franchement, à ce moment-là, est-ce que ce n'était pas légitime de se demander, bon, est-ce que Audi est en train finalement de foirer son arrivée en Grand Prix pour la saison 2026 ? Et franchement, c'était légitime de se poser comme question. Il y a même eu des rumeurs, alors c'était vraiment des rumeurs, de est-ce que Audi allait véritablement entrer en Formule 1 en 2026 tellement la situation semblait compliquée à l'époque. Bon, c'était que des rumeurs qui ont vite été balayées quand même par Audi directement. Parce qu'on avait d'un côté un moteur qui était en bon développement du côté de Neuburg en Allemagne, avec les objectifs de développement atteints, les bancs d'essai qui tournaient, et de l'autre côté, à Hinwil, on avait une équipe qui n'arrivait pas d'ailleurs à sortir du fond de la grille, qui était même au point mort dans son développement. Et au milieu, un sommet divisé avec un patron d'équipe qui ne peut pas travailler comme il veut. Et c'est là, en fait, où Gernot Dollner, qui est le PDG, nouveau CEO d'Audi à ce moment-là, il décide de taper du poing sur la table et il dit clairement, vous deux, vous dégagez. Donc, Andreas Seidl et Oliver Hoffmann, merci, bonne soirée. Quand je regarde un petit peu de l'extérieur, je trouvais ça très très dur pour Andreas Seidl qui subissait tout bonnement, eh bien, l'implication imposé d'Oliver Hoffmann. Donc finalement, on a vu les deux se barrer, deux être virés. Merci, bonne soirée Oliver et Andreas. Les deux quittent le projet avec effet immédiat. C'était une décision d'ailleurs qui était violente, tardive, mais nécessaire certainement aux yeux de Gernot Dollner. D'un côté, tu te dis, il se réveille enfin, mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Parce que la saison 2026, forcément, c'est demain. Mais d'ailleurs, en 2022, au moment où Audi annonce son arrivée en Formule 1, c'était demain en 2026, hein. Clairement ça l'était. Le compteur tourne, le projet avait déjà à peu près peut-être 18 mois de retard sur ce qu'ils auraient dû faire, et c'est là que la suite devient intéressante. Parce que Audi va alors faire un choix très fort, regrouper le pouvoir, la technique et la vision globale dans une seule tête. Et cette tête, vous la connaissez très bien, c'est celle de cet homme qui est bien sûr, qui est un homme que vous connaissez de la Scuderia Ferrari. Je vais vous trouver ça tout de suite. Il est là ou pas ? Est-ce qu'il est là, notre ami Mattia ? Oui, j'ai dit son prénom. Est-ce qu'il est là ? Alors, en fait, finalement, il est là. Et voilà. Oui, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il est là. Mattia Binotto.
Mattia Binotto, bah oui, Mattia Binotto, c'est lui aujourd'hui qui est à la tête du projet Audi. Et dans cet acte 3, c'est vrai que c'est le moment le plus fort dans la compréhension de comment Audi s'est relevé de ses problèmes. On a quand même vu côté de chez Audi des moments qui étaient très difficiles. Quand on voyait quand même les deux têtes, Oliver Hoffmann et Andreas Seidl, encore une fois je persiste, je pense pas qu'il méritait ça, mais quand tu voyais ces deux têtes se prendre un bon coup de massue, en étant viré, on voyait le projet Audi qui était surtout au point mort. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez inquiet, mais il y avait surtout un truc que je me disais, c'est Audi. C'est juste Audi. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, à ce moment-là, du coup à l'époque, du côté de chez Audi, ils vont quand même se relever. Pourquoi ? Parce que c'est juste Audi. Audi a gagné partout où ils sont passés. Audi, peu importe les situations, ils ont gagné. Peu importe la discipline. Donc ils sauront se relever. Ils sauront se relever. Et le fait de se relever passe par cet homme, Mattia Binotto, parce qu'après la tempête, il fallait le capitaine, à savoir aujourd'hui Mattia Binotto, qui représente aujourd'hui le fer de lance du projet Audi. C'est lui qui a le projet en main et honnêtement, dès le départ, c'est un choix qui a du sens. Binotto arrive avec un double rôle, celui de directeur général du projet F1 et également responsable technique. Mattia Binotto, en gros c'est lui qui pilote la stratégie globale, c'est lui qui s'assure que le châssis et le moteur travaillent main dans la main et c'est lui qui coordonne Neubourg en Allemagne où sont faits les moteurs avec InWheel base de Sauber avec l'usine dont on a parlé juste avant, mais également il y a eu la création de Bicester, d'un centre technologique, d'un bureau technologique qui a été ouvert pour attirer de talentueux ingénieurs qui ne souhaitent pas s'expatrier. Pour expliquer, en fait, il y a la Motorsports Valley est du côté de l'Angleterre. Les meilleurs ingénieurs du monde sont justement du côté de l'Angleterre. Les meilleurs nouveaux talents sont également du côté de l'Angleterre. Et en fait, Sauber avait un gros problème dans l'arrivée du projet Audi. C'était que les ingénieurs n'avaient pas envie de s'expatrier, ne voulaient pas en fait quitter leur famille, quitter leur environnement natal que l'univers anglo-saxon pour aller déménager en Suisse à InWheel ou carrément déménager en Allemagne. Donc ce qu'ils ont décidé de faire et ce qui était extrêmement intelligent du côté de chez Audi, c'était justement de créer un bureau technologique du côté de Bicester en Angleterre, dans la Motorsports Valley. Et donc, comme ça permettait de recruter des ingénieurs extrêmement talentueux, des jeunes ingénieurs extrêmement talentueux, la nouvelle génération d'ingénieurs, et en fait, finalement, qui ne quittent pas leur Angleterre natale et de rester dans la Motorsports Valley. Ce qui est extrêmement intéressant, il y avait notamment eu ce débat par rapport à Ferrari. Est-ce que Ferrari ne devrait pas ouvrir un bureau également du côté de l'Angleterre ? Moi, mon avis étant que oui, Ferrari devrait ouvrir un bureau du côté de l'Angleterre pour pouvoir attirer de nouveaux ingénieurs extrêmement talentueux. À savoir également que Cadillac, on parle d'une nouvelle écurie qui arrivera l'année prochaine, eux ils partent de rien, hein, Cadillac, hein. C'est différent par rapport à Audi, parce que Audi rachète une écurie pour ensuite avoir une base déjà saine, déjà préparée, on va dire ça ainsi, pour devenir une équipe d'usine. Mais du côté de chez Cadillac, eux ils partent de A à Z, ils font une écurie en partant de tout bas, de Formule 1. Cadillac a ouvert également un bureau du côté de l'Angleterre, du côté de Silverstone, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est Silverstone, donc, et dans le même but que justement Audi. Bicester également, c'était là où était basé Toro Rosso à l'époque. Finalement, ce bureau Toro Rosso, je crois qu'il a fermé pour revenir dans des bureaux du côté de Milton Keynes, donc là où est basé Red Bull Racing, et également du côté de Faenza, du côté de l'Italie pour AlphaTauri. Non, pour Racing Bulls aujourd'hui. Et c'est exactement. Et ça, c'est exactement ce qu'il sait faire, justement, Mattia Binotto, dans la relation technique. Chez Ferrari, il a vécu de l'intérieur la vie d'une équipe d'usine. Il sait ce que ça veut dire de marier un moteur et un châssis. Rappelle que Mattia Binotto est l'un des meilleurs ingénieurs que l'on puisse avoir aujourd'hui en Formule 1. Ce qu'a fait la Scuderia Ferrari en virant Mattia Binotto, c'était une énorme erreur pour ma part. Non pas de l'avoir enlevé dans un rôle de patron de l'écurie Ferrari. Par contre, peut-être de le replacer en tant que directeur technique, ça aurait été nettement mieux. Parce que Mattia Binotto est l'un, oui, aujourd'hui, l'un des meilleurs ingénieurs que l'on puisse avoir aujourd'hui en Formule 1. Il sait gérer une énorme structure, enfin il a l'expérience de gérer une énorme structure, ce qu'il sait, je sais pas, mais gérer une énorme structure Formula 1 et de naviguer dans la politique de la F1, ça,
Du moins, il a l'expérience Mattia Binotto. Ce n'est pas un communicant, c'est un ingénieur Mattia Binotto. J'en parlais justement par rapport au fait qu'il a été patron de l'écurie Ferrari. Et en ce moment, les exemples de patrons ingé qui réussissent, on les connaît. Quand on regarde Andrea Stella, ingénieur de base, patron de McLaren aujourd'hui. James Vowles, également chez Williams, ingénieur de base, patron de l'écurie Williams. Et Ayao Komatsu, qui était l'ancien ingénieur notamment en chef de Romain Grosjean, il me semble, en Formule 1, ou Kevin Magnussen. Il était ingénieur du moins en chef de pilote. Chez Haas, il est passé d'ingénieur à patron de l'écurie Haas. Donc on a des profils tech qui prennent la tête et qui mettent de l'ordre réellement dans les écuries. Et Audi, eux, vont encore plus loin. Ils entourent Binotto d'une vraie colonne vertébrale F1, à savoir Jonathan Whitley, l'ancien directeur sportif de Red Bull qui devient team principal côté piste, un mec qui incarnait toute l'excellence de Red Bull, toutes les luttes pour le titre avec Red Bull, avec les titres notamment de Max Verstappen. Jonathan Whitley, c'est vraiment une grosse prise de la part d'Audi de le mettre en tant que team principal. C'est vraiment une énorme réussite et franchement, c'est peut-être là où va passer la victoire de Audi, le futur règne d'Audi en Formule 1, grâce à l'expérience de Jonathan Whitley dans les moments importants, lui qui incarne clairement l'excellence avec ce qui a été fait du côté de chez Red Bull. Pour gérer un garage, un muret des stands et des stratégies, des opérations de course, c'est du très très sérieux de Jonathan Whitley. On a James Kay également qui est là en tant que directeur technique, qui a fait de l'excellent travail d'ailleurs pour cette saison 2025 de Formule 1, James Kay, avec les grosses améliorations qui ont été apportées pour la voiture de cette saison pour permettre à Sauber aujourd'hui de faire une saison qui est plutôt historique avec 60 points marqués cette saison. C'est extrêmement fort de la part de Sauber. C'est lui qui doit d'ailleurs concrétiser sur la voiture et la philosophie qui sont définies pour le projet Audi de l'année prochaine. Et puis pour couronner le tout, c'est un point qui est extrêmement important, le projet Audi a vu l'arrivée d'un investisseur massif, à savoir le Qatar. Le Qatar est entré dans le capital de l'écurie. Ce n'est pas un petit coup de pouce seulement, c'est vraiment un boost financier sûr et certain énorme pour le projet Audi. Ça permet de recruter de meilleurs ingénieurs, donc plus de personnel, agrandir les infrastructures, investir dans la soufflerie, les bancs d'essai et les simulateurs et accélérer la montée en puissance du projet, accélérer le rendement. Donc ne pas oublier également que l'affaire en or également du côté de Audi, parce que c'est vrai que le Qatar arrive, mais avant que le Qatar arrive, Audi avait, pour entrer en Formule 1, ils avaient fait une affaire qui était en or, à savoir que Audi, pour venir en Formule 1, ils n'ont pas acheté leur place. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas fait une candidature auprès de la FIA pour créer une équipe de A à Z. Non, eux, ce qu'ils ont décidé, c'est de racheter une écurie qui est en place, donc Sauber. J'en parlais tout à l'heure par rapport à la question de Toto Wolff qui a vendu 5% des parts qui est en train de vendre 5% de ses 33% de parts qu'il a dans l'écurie Mercedes. Quand il a acheté ses parts, l'écurie Mercedes n'en valait, en 2012-2013, l'écurie Mercedes valait que 165 millions. Bon. Sauber, quand ils ont racheté Audi, quand ils ont racheté Sauber, ils ont racheté l'écurie pour seulement 1 milliard. Bon, alors seulement 1 milliard. Petite var, excusez-moi, seulement 1 milliard. Entre gros guillemets, seulement 1 milliard, c'est certes beaucoup, mais aux yeux de la situation actuelle et de la valeur estimée des écuries que l'on a en Formule 1, ce n'est rien. Rien. 1 milliard seulement. 1 milliard, ce n'est rien parce que quand tu vas Mercedes, ça vaut 6 milliards. Quand tu vas Ferrari, ça vaut 6 milliards. L'écurie Sauber, aujourd'hui, vaut certainement entre 3 et 4 milliards. Ce n'est rien. Ce n'est vraiment rien. Ils ont acheté l'écurie Sauber pour seulement 1 milliard. Donc, quand tu vois la situation, oui, c'est une affaire en or pour Audi pour arriver en Formule 1. Il faut se souvenir également qu'en 2021, on avait eu non pas des rumeurs, mais des informations que Andretti, était sur le point de racheter Sauber, l'écurie Sauber, pour faire leur arrivée en Formule 1. Finalement, au dernier moment, coup près. Ça n'a pas pu se faire. Bon, heureusement, parce que sinon Audi n'aurait pas pu venir en Formule 1. Et sincèrement, je préfère avoir Audi en Formule 1 plutôt que Cadillac. Bon, Cadillac va venir en Formule 1, mais d'une manière... par contre, c'était Andretti. Andretti maintenant va en Formule 1 avec Cadillac, ou du moins dans un investissement qui est un petit peu plus différent. Pour revenir sur Audi, ça donne qu'aujourd'hui on a une structure qui est claire, des rôles définis et surtout un plan qui est assumé. Binotto et Dollner l'ont expliqué, Audi se vend en différentes phases, en 3 phases. Challenger au début, apprendre, encaisser et comprendre principalement la réglementation 2026.
concurrent au milieu, se battre régulièrement pour des podiums et des victoires, et surtout devenir prétendant au titre à partir de 2030, ou d'ici 2030. Bon, je pense que Audi, on va en reparler, mais je pense que Audi, d'ici 2030, pour devenir concurrent au titre, oui, j'y crois. Est-ce ambitieux ou est-ce réaliste? Sincèrement, les gens qui disent que Audi est ambitieux, c'est pas une question d'être ambitieux. C'est une question de ils ont les moyens de le faire. J'aime pas en fait dire que dire qu'Audi va devenir champion du monde de Formule 1, j'y crois. Et j'y crois fermement. On parle d'Audi, on parle pas de n'importe qui. On parle d'un constructeur automobile où, encore une fois, partout où Audi est passé, ils ont gagné. WEC, 24 heures du Mans donc, le championnat du monde des rallyes, le DTM, Pikes Peak, partout où ils sont passés, ils ont gagné. Le Dakar aussi également. Donc oui, on parle de la Formule 1, mais l'histoire fait que Audi gagne partout là où ils sont passés. Et aujourd'hui, quand on voit l'investissement massif qui est fait pour pouvoir permettre à Audi de concourir pour aller chercher les triomphes en Formule 1, j'y crois fermement. L'investissement du Qatar, la restructuration, les choix intelligents qui sont faits, le fait de racheter Sauber, le fait d'arriver dans une réglementation qui leur sera certainement favorable dans la manière dans les faits de cette réglementation. Sur le plan technique, en fait, tout commence à être véritablement concret pour Audi. Peut-être qu'ils ne deviendront pas champions du monde avec Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. Mais par contre, en 2028, 2029 ou 2030, là, ce sera totalement différent. Audi jouera le titre pour moi en 2028-2029. D'ici 2030, eux c'est leur objectif. J'y crois fermement. Audi gagne partout où il passe. Pourquoi il ne gagnerait pas en Formule 1? Sincèrement, je veux bien qu'on me donne des avis contraires qui me montreraient pourquoi Audi n'irait pas gagner en Formule 1. Aucune chose. On parle d'un constructeur. L'un des meilleurs constructeurs qu'on a pu avoir dans l'histoire du sport automobile. Pourquoi il ne gagnerait pas en Formule 1? Et moi, je donne dans les informations qu'on voit, que je vous donne dans ce podcast, tout montre qu'ils sont en train de construire un projet pour devenir champion du monde. Pour construire même un règne en Formule 1. Moi, j'y crois fermement au projet Audi. Peut-être pas dès l'année prochaine, parce que je pense qu'il faudra pas mettre de pression sur Audi, comme il faudra pas mettre de pression sur Cadillac. On n'est pas là pour jouer le titre dès 2026 pour du côté de chez Audi, ou du moins s'ils jouent le titre, c'est le plus gros miracle et on est sur un moment extrêmement fort dans l'histoire de la Formule 1. Mais on est sur un projet qui est ambitieux, pas ambitieux mais surtout réaliste. En fait, c'est ça, c'est que Audi n'a pas un projet ambitieux. Audi a surtout un projet qui est réaliste. Réaliste, pourquoi? Parce que Audi a le savoir-faire pour gagner dans le sport auto. Même si c'est la Formule 1, même si c'est un sport qu'ils ne connaissent pas, même si c'est un sport qu'ils vont découvrir, même si c'est une discipline qu'ils vont apprendre à aimer, c'est une discipline qu'ils vont gagner. J'en suis fermement convaincu. Et l'histoire montre qu'ils gagnent partout, mais surtout, l'histoire montre qu'ils savent s'adapter pour gagner. Et aujourd'hui, Audi va s'adapter pour gagner aujourd'hui en Formule 1. Et plutôt demain en Formule 1. Donc ouais. Et sur le plan technique, je disais, ça commence à être concret puisque le moteur Audi, le tout premier, est déjà terminé dans sa version de test. Le V6 hybride et toute la partie électrique tourne sur 22 bancs d'essai à Neuburg. Les premiers tests d'endurance ont été faits. Le premier fire-up, donc la mise en marche du moteur, sera faite d'une manière prochaine, c'est imminent. Ils vont envoyer des moteurs pour un test privé collectif à Barcelone fin janvier. Puis pour les essais hivernaux de Bahreïn, je rappelle à ce moment-là que, petit rappel, c'est que comme pour la nouvelle ère de la Formule 1 en 2022, la nouvelle réglementation, eh bien, il y aura des essais qui ne seront pas diffusés, seulement des essais privés, donc il n'y aura pas de public à Barcelone pour ces essais-là. Et puis ensuite, il y aura les essais hivernaux qui, eux, seront diffusés, vu que c'est une nouvelle ère de la Formule 1. Il faut pouvoir tester tout ça d'une manière interne, on va dire ça ainsi. Et donc c'est pour ça qu'il y aura un test privé collectif à Barcelone fin janvier, et puis les essais hivernaux par la suite du côté de Bahreïn. Mais là où c'est intéressant, c'est ce que dit Mattia Binotto. La version moteur qui va rouler en test aura lointaine de celle qui sera en course à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison 2026, parce qu'ils veulent sécuriser la fiabilité d'abord, apprendre comment le moteur et le châssis vont interagir, comprendre
apprendre la gestion de l'énergie et apprendre à faire fonctionner une nouvelle équipe qui n'a jamais encore bossé ensemble dans ce format de week-end de Grand Prix. Oui, Neuber n'a à l'heure actuelle pas encore bossé véritablement dans des conditions réelles, dans des conditions de Grand Prix, avec justement InWheel et également avec Bicester, donc c'est important de prendre ça en compte. Et en parallèle, et c'est peut-être l'un des points importants et crucial, j'ai envie de dire ça, de la réglementation 2026 qui peut favoriser Audi. Et bien sûr, en parallèle, ils poussent le développement au maximum jusqu'aux deadlines et ils ont jusqu'au 1er mars pour geler l'architecture moteur et déposer le dossier d'homologation valable jusqu'en 2030. Donc la stratégie d'Audi est claire, on roule avec une première spécification pour apprendre et on arrive en course avec la meilleure version qu'on peut sortir à ce moment-là. Et là encore, les règles 2026 donc pourront les aider puisque si Audi se plante un peu sur les moteurs, il existe un système dit de rattrapage, un indice de performance moteur sera calculé pour chaque motoriste. Si tu es trop en retard dans la nouvelle réglementation, plus de 2% ou plus de 4%, tu auras le droit à des développements supplémentaires, à plus de temps de banc pour remonter ton niveau. Un système de rattrapage un peu comme au bac. Voilà. C'est encore au bac, il y a un système de rattrapage, bref. Concrètement, si Audi se retrouve un peu derrière les Mercedes, Honda ou Ferrari au début, ils auront des fenêtres de mise à jour supplémentaires pour revenir dans le match. Et tout ça se combine avec un autre point crucial, la nature même des règles 2026. Ce ne sera pas seulement une révolution, bien sûr, moteur, mais ce sera une révolution complète au niveau du châssis avec l'aéro active. L'aéro, donc je le disais, et puis la gestion de l'énergie qui va être extrêmement importante dans cette nouvelle réglementation 2026, notamment avec la partie moteur qui sera 50% thermique et 50% électrique. Et puis surtout, Binotto le dit bien, lui qui a connu la réglementation 2014 avec des nouveaux moteurs hybrides, l'implantation des moteurs hybrides, 2014 ça a été majeur sur la partie moteur, mais pas sur la partie aéro. On est quasiment resté sur le même aéro que sur l'année précédente. Là, aujourd'hui, on va, en 2026, plutôt l'année prochaine, on va partir sur un concept d'une totale refonte, jamais faite dans l'histoire du sport auto. L'aéroactif, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que ça va être l'année prochaine. Difficile peut-être à comprendre, mais c'est vrai que ça risque d'être... Moi, j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine. En 2026, donc tout change, la façon dont l'aéro va fonctionner, la manière dont l'énergie électrique va influer sur la vitesse, et puis les outils de simu actuels ne seront peut-être plus aussi pertinents que par le passé pour la prochaine saison, prochaine réglementation également. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, pour Audi ? Ça veut dire que ce ne sera pas forcément celui qui part avec le plus d'expérience qui sera devant, mais celui qui saura réagir le plus vite, développer le plus vite et corriger ses erreurs en cours de route. Et d'ailleurs, c'est exactement le discours de Mattia Binotto. Le meilleur team ne sera pas forcément celui qui est devant au premier Grand Prix, mais celui qui saura s'adapter le plus vite et développer la voiture avec efficacité. Donc, c'est la question de la réactivité. Et j'ai hâte de voir aussi cette saison 26 parce que la réactivité va être extrêmement importante. On ne pourra plus être laxiste. Quand on voit la réactivité de Red Bull durant cette saison 2025 de Formule 1, j'espère qu'ils auront la même réactivité pour rebondir au cas où il y a un problème justement la saison prochaine. Donc est-ce que Audi sera champion du monde en 2026 ? Non, bien sûr que non. Mais est-ce qu'ils seront tout de suite au niveau des top teams ? Probablement pas. Donc il faut en fait justement garder de la patience par rapport à Audi. Parce qu'il y a un point que je n'ai toujours pas abordé par rapport à la question d'Audi, c'est la question des pilotes. C'est volontaire, je n'ai pas abordé volontairement cette question, parce que aujourd'hui, au vu des performances de 2025, sur la question des pilotes, on a une base solide. À savoir, Nico Hülkenberg, qui est expérimenté, le jeune talent qui est Gabriel Bortoleto. Je rappelle Gabriel Bortoleto, champion titre, F3, F2, enfin successivement F3 puis F2, puis ensuite il est monté en Formule 1. Mais c'était pas le line-up qui était, je pense, voulu dans un premier temps pour Audi, parce que avec les problèmes de retard qu'il y a pu y avoir, dont on a parlé justement avant, et les tensions qu'il pouvait y avoir en interne du côté de chez Audi, je pense que soit Andreas Seidl, ça aurait été Carlos Sainz qui aurait été choisi, qui aurait été pris du côté de chez Audi. Malheureusement, avec les problématiques qu'il y a eu, comme j'en parlais justement à l'instant, eh bien, Carlos Sainz a refusé Audi pour s'engager avec Williams. Ce qui est pour moi d'ailleurs un énorme aveu d'échec d'Audi, d'avoir laissé filer une personnalité, un pilote aussi
un pilote aussi important que Carlos Sainz, qui aurait été certainement d'une grande aide dans l'efficacité du projet Audi en Formule 1. Finalement, on a une alliance Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, qui a réussi parfaitement en 2025 et qui donne énormément d'espoir de réussite et de sérénité pour ainsi faire évoluer Audi vers là où le constructeur se doit d'évoluer. Cependant, est-ce que aujourd'hui Audi peut gagner un titre de champion du monde avec Gabriel Bortoleto ou Nico Hülkenberg? Beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes, non pas par le fait que Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ne soient pas bons. Non, c'est une question de est-ce qu'ils ont la carrure pour devenir champion du monde? Est-ce qu'ils sont du même niveau qu'un Max Verstappen, qu'un Charles Leclerc, qu'un George Russell aussi également, Fernando Alonso aussi bien sûr, Lewis Hamilton forcément? Ça, j'ai un petit peu des doutes. À moins que Gabriel Bortoleto continue son expansion et son évolution en tant que pilote et nous fasse mentir, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'émets quelques doutes. Mais sincèrement, je pense que si Mattia Binotto a autant confiance en Gabriel Bortoleto, c'est qu'il pense qu'il peut devenir champion du monde. C'est mon avis, en tout cas. Donc, ce qui change aujourd'hui, par rapport à toutes les problématiques qu'on a pu décortiquer juste avant, c'est que du côté de chez Audi, on a une direction qui est claire. On a des têtes solides à tous les niveaux, dont les pilotes, un investisseur puissant en plus dans le capital, à savoir le Qatar, et un puissant développement moteur qui existe vraiment, et surtout un plan assumé pour 2030. Et au final, c'est là que je veux vous emmener, clairement. C'est que Audi ne vient pas pour faire de la figuration pendant 3 ans et s'en aller. Audi vient construire quelque chose sur la durée. Et surtout, Audi ne prépare pas seulement son arrivée en Formule 1. Audi est en train de construire, brique par brique, une construction qui leur permet de construire potentiellement un prochain règne en Formule 1. Et j'aurais même enlevé le mot potentiellement. Pour moi, Audi est en train de construire son futur règne en Formule 1. Oui, je crois fermement au projet Audi en Formule 1. J'en parlais juste avant. Pour moi, oui, Audi va gagner en Formule 1. Audi va triompher en Formule 1. Tout montre qu'ils sont en train de construire d'une manière sérieuse, fiable et surtout performante, eh bien, leur futur règne en Formule 1. Aujourd'hui, ils ont peut-être seulement Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg en tant que pilote. Mais à l'avenir, ils attireront peut-être de meilleurs pilotes. On parlait de Jonathan Whitley justement avant. Jonathan Whitley a dit ouvertement « Ah oui, moi je veux Max Verstappen dans mon écurie. Je veux Max Verstappen du côté de chez Audi. » Est-ce que Audi arrivera à convaincre un Max Verstappen d'aller du côté de chez Audi? À voir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, sincèrement, tout montre que Audi peut devenir championne du monde de Formule 1. Encore une fois, je le répète, mais ils ont une direction qui est claire, nette, précise, avec Mattia Binotto et Jonathan Whitley. Et également James Kay en tant que directeur technique. Ils ont une vraie colonne vertébrale d'excellence pour se construire des règnes en Formule 1. Pour se construire un règne en Formule 1. Ils ont des têtes solides à tous les niveaux. Même dans les pilotes aujourd'hui, que sont Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, qui seront les pionniers, clairement, aujourd'hui, qui vont revêtir pour la première fois une combinaison de Formule 1 pour Audi. Il y aura un investisseur qui est puissant. Il y a aujourd'hui un investisseur qui est puissant, à savoir le Qatar. Le Qatar a investi massivement, financièrement, qui a pris des parts dans l'écurie pour soutenir ce projet qui est réaliste de devenir champion du monde pour Audi. C'est pas, encore une fois, je répète, Audi, ce n'est pas un projet ambitieux. C'est un projet réaliste pour devenir champion du monde. L'ambition, c'est peut-être... Je n'assimile pas l'ambition par rapport au réalisme. Le réalisme, c'est le fait. Et aujourd'hui, Audi a un projet pour devenir champion du monde. Et puis, il y a un puissant projet de développement moteur qui est aujourd'hui fiable et qui a aujourd'hui certainement les meilleures têtes pensantes du paddock aujourd'hui du côté de chez Audi. Audi fait le meilleur avec ce qu'ils ont. Et Audi a donc un moteur qui va être extrêmement intéressant pour 2026. Et surtout un plan qui est assumé pour 2030 de devenir champion du monde. Et là où je veux en venir, surtout, c'est la question de l'histoire. Dans l'histoire, Audi a toujours gagné là où ils sont passés. Je le répète, en WEC, 24 heures du Mans, en DTM, en rallye, en Formula I, au Dakar, partout où ils sont passés, Audi, ils ont triomphé. Et l'histoire fait, ou plutôt, l'histoire montre qu'Audi peut gagner partout où ils vont. Et où est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Ils vont en Formule 1. Audi gagne partout où ils passent. Et donc Audi gagnera en Formule 1. J'en suis fermement convaincu.
Aujourd'hui, Audi a de quoi gagner en F1 avec leur projet qui est construit d'une manière méticuleuse, d'une manière compréhensible et d'une manière surtout extrêmement intelligente. Et surtout aujourd'hui, Audi a en son sein l'excellence. Avec Mattia Binotto, Jonathan Whitley et surtout cette rigueur qui a fait la réussite d'Audi. J'ai hâte de voir comment Audi va se développer dès 2026, mais surtout je crois fermement qu'Audi deviendra champion du monde. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire pour être honnête. Je sais que ça a été un petit peu... j'ai essayé d'être le plus complet possible pour que vous puissiez... C'est un peu une preview de comment Audi va aborder 2026. J'ai récolté le maximum d'informations à droite, à gauche, du maximum de sources pour me permettre d'avoir le plus d'informations dans ce podcast, dans Pushlap, pour que vous puissiez réellement comprendre comment Audi est en train de construire son futur règne en Formule 1. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer pour Audi, mais voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, les copains. Est-ce qu'ils y arriveront vraiment? Est-ce que 2030, ce n'est pas trop optimiste? Est-ce qu'un grand constructeur peut encore dominer une ère comme Mercedes l'a fait en 2014? Et est-ce que finalement, vous aussi, vous croyez au projet Audi? Est-ce que vous imaginez même un futur top pilote venir du côté de chez Audi pour permettre à Audi de devenir champion du monde de Formule 1? À vous de me le dire en commentaire, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce push to talk sur Audi. Puis bien sûr, maintenant, on passe au push de la commu. Mais avant tout, c'est vrai que j'ai été vraiment très content de pouvoir parler d'Audi dans Pushlap parce que c'est un projet auquel je crois fermement. On dirait que je suis impliqué dans le projet, pas du tout, mais c'est juste que je trouve que tout est fait d'une manière extrêmement intelligente du côté de chez Audi. Donc je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire sur Audi, les amis. On passe, les copains, au push de la commu. Le push de la commu, eh bien, je vais vous dire un truc, quelque chose de tout à fait honnête. J'ai totalement oublié de faire le comment ça s'appelle, c'est ça, voilà. Le visuel du push de la commu. Donc on va faire ça à ma manière, les copains. On va faire ça à ma manière, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Le push de la commu, je rappelle les copains, le push de la commu, il s'agit d'une de vos questions que je mets justement dans une boîte à questions que je mets sur Instagram, les copains. Alors, je vais faire ça de cette manière-là. Tac, tac, et voilà. Le push de la commu, il va être comme ça. Oui, c'est horrible. Voilà. Vous savez combien de temps que j'ai lancé le podcast? Tiens, j'ai même pas vu combien de temps ça fait. Attends, je vais boire un petit peu d'eau. Les amis. J'adore l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Bon, alors le push de la commu, les amis. Oui, mesdames et messieurs, on est vraiment au niveau de... là, c'est la... on est en manque de budget, là. Pas foutu de faire un petit visuel. Bref, c'est ma faute. Aston Martin devrait-elle pister des nouveaux pilotes pour 2027? Alonso retraite et Stroll boulet. Pascal Bayao qui pose les termes directement pour Aston Martin. Et donc oui, on va parler de Fernando Alonso et d'Aston Martin dans le push de la commu. Je rappelle le push de la commu, les amis. Je l'ai un petit peu mal expliqué juste avant, j'étais en train de faire autre chose. Mais le push de la commu, c'est une question que vous pouvez poser, un débat que vous voulez, qu'on est dans Pushlap, eh bien, à savoir grâce à une boîte à questions que je pose les lundis midi, veille de tournage de Pushlap et donc veille de post de Pushlap également, sur Instagram dans une boîte à questions en story. Je vous mets à chaque fois le lundi midi. Eh bien, la boîte à questions, et vous pouvez mettre votre débat, votre question que vous avez envie d'avoir dans Pushlap, justement, les amis. Et donc, eh bien, la question de Pascal Bayao, les amis, Aston Martin devrait-elle donc pister des nouveaux pilotes pour 2027? Alors, il a parlé de Stroll, il a parlé un petit peu comme Lance Stroll, des new pilotes pour 2027. Mais en vrai, c'est une excellente question de la part de Pascal. Et et la semaine prochaine, une de vos questions peut être choisie donc pour le prochain Pushlap et donc le prochain push de la commu. Parlons-en un petit peu donc de cet homme de Fernando Alonso parce que c'est vrai, 2026 c'est certainement l'année la plus importante de l'histoire récente d'Aston Martin en Formule 1. Nouvelle ère technique, fin du partenariat avec Mercedes et véritable statut de constructeur avec Honda en motoriste exclusif, indépendance totale, énormes moyens, infrastructure neuve à Silverstone, recrutement des meilleures têtes pensantes jusqu'à Adrian Newey que l'on voit juste ici avec Lawrence Stroll pour un objectif assumé
par Lawrence Stroll, devenir justement champion du monde de Formule 1. Le projet Aston Martin 2026, c'est zéro excuse, affirme Lawrence Stroll. Ils ont non, c'est moi qui le dis d'ailleurs, ils ont le moteur, le châssis, les cerveaux et l'argent. La question, c'est avec quel pilote, comme justement est la question de Pascal aujourd'hui. En 2026, Alonso et Lance Stroll seront encore là, mais 2027 arrive très vite. Alonso fera-t-il une dernière saison et Lance Stroll a-t-il le niveau de régularité qu'exige un projet titre? Faut-il s'activer dès maintenant, clairement, pour Aston Martin sur le mercato et viser un porte-étendard pour l'ère Honda, Adrian Newey, très clairement? Et c'est vrai que c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, où en est vraiment Aston Martin depuis le rachat de Force India par exemple? Tout converge vers donc 2026. Aston a structuré donc l'équipe. À Campus Flambant Neuf, Aéroactive travailler côté châssis pour 2026, Honda en partenaire majeur, ambition claire, donc jouer le titre dès 2026. Lawrence Stroll, là pour le coup, l'a dit, je suis infatigable, la mission c'est d'être champion du monde, je donne les outils, talents, moyens, infrastructures, aucun obstacle. Quand j'ai repris cette équipe, j'ai parlé d'aventure de 10 ans pour un titre. Stroll n'est pas venu faire joli, clairement, historiquement, tout ce qu'il touche, il l'industrialise, et avec Aston Martin, l'ADN c'est luxe plus performance, exactement ce qu'exige la Formule 1. Pourquoi je crois par exemple au projet Aston Martin? Alors je crois plus au projet Audi que au projet Aston Martin, ça c'est vrai, et ça je le dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport à Aston Martin, on a un investissement qui est massif et cohérent avec l'usine, la soufflerie et les talents. On a la motorisation Honda qui est extrêmement attendue, bien sûr, le couple et l'efficience matchés à une philosophie châssis offensive, et puis la capacité d'attraction aujourd'hui du projet Aston Martin. On a eu Sébastien Vettel hier, on a eu Fernando Alonso aujourd'hui, et on a également Adrian Newey. On a également vu l'arrivée de Enrico Cardile qui est arrivé aujourd'hui du côté de chez Aston Martin également. On a quand même deux gros ingénieurs que sont Adrian Newey et Enrico Cardile réunis du côté de chez Aston Martin. Mais à ce niveau, c'est vrai, le facteur humain pilote devient décisif. Les titres se jouent sur mise au point, feedback, rythme long relais et régularité à très haut niveau. Et c'est vrai que le duo actuel a certaines forces, mais surtout certaines fragilités au niveau de l'avenir. Alors, on va pas manquer de respect à Fernando Alonso, on va parler d'une manière factuelle. Voilà, je vous le dis direct, parce que Alonso, c'est l'atout ultime. Oui, c'est vrai, c'est l'atout ultime, mais il y a quand même un compte à rebours autour de la carrière de Fernando Alonso, les amis, parce qu'à 44 ans, 45 ans d'ailleurs en fin juillet prochain, Alonso reste quand même la pièce maîtresse d'Aston Martin pour 2025, référence en termes de mise au point, de science de la course et de leadership. Il a retrouvé, j'ai envie de dire, de l'air du côté de Aston Martin avec 8 podiums en 2023, mais pas de 33e victoire depuis le Grand Prix d'Espagne 2013. C'était au Grand Prix de Catalunya. C'était en Catalogne à Barcelone. Et puis surtout, il y a ces mots à Fernando Alonso qui sont extrêmement importants. Tout dépendra de mon état physique et mental. Si la voiture marche en 2026, ça pourrait être ma dernière saison en Formule 1. Par contre, si elle ne marche pas, je peux rester une année de plus pour finir sur une note positive. Je sais que 2026, finalement, pour devenir champion du monde, ce serait ma dernière chance pour Fernando Alonso. Aston, donc, en gros, n'a qu'une fenêtre pour Fernando Alonso. Si 2026 délivre, il peut partir au sommet. Si ça rate pour Aston Martin l'an prochain, il peut prolonger un an pour finir proprement, mais avec quand même une certaine capacité de devenir champion du monde en 2027, assez incertaine. Pour ce qui est de l'autre côté, on a Lance Stroll, qui est le sujet qui fâche, j'ai envie de dire. Parce que la problématique pour Lance Stroll, c'est la régularité. Lance, pour moi, c'est un bon pilote, voire même un très bon pilote, dans des contextes très précis, notamment quand il pleut. Je sais pas pourquoi quand il pleut, Lance Stroll devait Ayrton Senna, mais c'est un débat qu'on devrait avoir d'ailleurs. Mais il est juste trop régulier, immensément régulier, Lance Stroll. Or, le projet de devenir champion du monde, ça demande de la stabilité, la stabilité au niveau du rendement, de la capitalisation week-end après week-end. Et c'est vrai que pour devenir champion du monde, il faut deux compteurs qui tournent, celui des points et celui de la mise au point. Et sans régularité, tu n'évolues pas. Et l'autre facteur étant Lawrence Stroll dans cette situation. Pour moi, c'est un décideur sans état d'âme. C'est pour moi peut-être un unpopular opinion, mais il faut vraiment comprendre une chose par rapport à Lawrence Stroll. Son parcours parle pour lui, Lawrence Stroll. C'est un businessman immense. Il a une passion pour l'automobile, un flair pour les affaires, une capacité à transformer des marques comme Tommy Hilfiger et Michael Kors.
en machine industrielle, réussite massive et surtout, c'est un gars sans état d'âme. S'il estime qu'un pilote, même son fils, freine le projet, il n'hésitera pas. Et c'est là en fait où je veux en venir. C'est-à-dire que pour moi, si demain Lance Stroll n'est toujours pas bon pour Aston Martin, si en 2026 Lance Stroll n'est toujours pas bon pour Aston Martin, il partira d'Aston Martin. J'en suis convaincu. Même s'il est le fils de Lawrence Stroll, même s'il est le fils du patron, pour moi, Lance Stroll, s'il n'élève pas son niveau, il ne restera pas chez Aston Martin à la fin de la saison 2026 de Formule 1. Pourquoi Lawrence Stroll? Lawrence Stroll, c'est un homme d'affaires sans état d'âme. Tout ce qu'il a touché est devenu de l'or. Michael Kors, Tommy Hilfiger, tout ce qu'il a touché en affaires est devenu une sacrée réussite. Et une grosse réussite. Il n'est pas devenu milliardaire pour rien, Lawrence Stroll. Et en fait, ce que je n'arrive pas à voir, c'est pourquoi il investirait des millions dans un projet pour devenir champion du monde, qui est certainement le plus gros projet de sa carrière en Formule 1, et qu'il mettrait tout à mal à cause d'une seule personne. Une seule personne, Lance Stroll pour l'instant, pourrait l'empêcher de faire d'Aston Martin une écurie championne du monde de Formule 1. Une écurie qui marquerait l'histoire de la Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, ou demain plutôt, si Lance Stroll continue à avoir cette irrégularité, à manquer de constance, à donc ne pas élever son niveau, il coûtera le titre à Aston Martin. Ça coûtera le titre à Aston Martin, j'en suis convaincu. Donc sincèrement, si on a un Lawrence Stroll qui vend en son fils un obstacle pour devenir champion du monde, il le sortira. Il le sortira. Et ça, sans état d'âme. Il ne va pas investir des milliards dans une écurie de Formule 1, à aller prendre les meilleures têtes pensantes, à aller prendre Adrian Newey, à aller chercher un Fernando Alonso. Tout ça pour que une personne soit un obstacle à ce projet pour devenir champion du monde. Alors, c'est une unpopular opinion, ça je le comprends. Mais si Lance Stroll n'y arrive pas l'année prochaine, il partira. Parce qu'il mettra trop à mal l'écurie Aston Martin. C'est mon avis. Je pense qu'en commentaire, vous allez être en mode « Mais non, mais tu dis n'importe quoi, c'est le fils du patron, il sortira jamais. » Ok, très bien, c'est votre avis. Je suis pas de votre avis. Moi, mon avis, c'est que Lawrence Stroll est un homme sans état d'âme. Et s'il doit virer son fils, il virera son fils. Un point, c'est tout. Donc ouais. Après, l'acte 3 aussi également, par rapport à ça, c'est la suite. C'est la suite. Parce que, oui, vous le voyez, alors, un petit peu aller trop vite en besogne. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si Lance Stroll ou Fernando Alonso sont en danger vis-à-vis de fin 2026? Ou du moins, leur place n'est pas assurée pour la saison 2027 de Formule 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre du côté de chez Aston Martin? Moi, il y a déjà un pilote, il faut en parler. Alors, je ne l'ai pas mis en combi Aston Martin, mais Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, je suis partagé par rapport à lui, parce que Tsunoda, sincèrement, l'année prochaine, je pense qu'il sera 3e pilote du côté de chez Aston Martin. Il ne restera pas dans l'univers Red Bull, il perdra sa place du côté de chez Red Bull Racing au profit de Isaac Hadjar, ça on est très heureux, mais je pense que Liam Lawson restera du côté de chez Visa Cacha PRB. Bon. Ce qui serait peut-être un risque d'ailleurs, potentiellement, de laisser partir Tsunoda, sachant qu'on a peut-être besoin d'un pilote d'expérience du côté de chez Visa Cacha PRB pour la nouvelle réglementation. Bon. Mais bon, imaginons, moi je pense même d'ailleurs que Tsunoda partira de Red Bull, donc je le disais, et donc il se retrouverait certainement 3e pilote du côté de chez Aston Martin. Aston Martin qui, je rappelle, sera propulsé par Honda, qui est soutien majeur de Christian Horner, pas du tout, de Yuki Tsunoda dans sa carrière en Formule 1. 3e pilote, bon, c'est bien. 3e pilote en 2026, et si l'un des deux pilotes part en 2027, hop, il peut monter. Pilote propulsé par Honda chez Aston Martin, tout le monde serait peut-être content dans cette histoire-là. Maintenant, ce serait une très belle opportunité pour lui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut me sortir et quelqu'un peut m'affirmer que Tsunoda est un pilote qui a le profil pour mener un projet champion du monde? J'émets beaucoup de doutes. Je pense que vous en conviendrez. Il est peut-être un excellent lieutenant ou un bon 2e pilote, mais de là à porter Aston Martin sur 3 ou 4 saisons vers des titres mondiaux,
Sincèrement, je suis pas convaincu. Maintenant, il y a la question d'aller chercher potentiellement, et ça j'en avais parlé dans l'épisode sur les transferts F1, d'aller chercher un top pilote. Enfin, tout simplement. Parce que, et c'est peut-être ça en fait ce que doit faire Aston Martin, aller chercher un top pilote qui est dans son prime. C'est-à-dire chercher un pilote qui a moins de 30 ans, dans son pic de performance, capable d'être un leader instantané et capable de fédérer clairement une équipe. Et c'est exactement ce que fait Red Bull avec Verstappen. C'est exactement ce qu'a fait Mercedes d'ailleurs à l'époque avec Lewis Hamilton. Et c'est exactement ce qu'a fait Charles Leclerc, ce qu'a fait Ferrari avec Charles Leclerc. Également aussi McLaren avec Lando Norris, où ils ont vu le potentiel. Et aujourd'hui, pour Aston Martin, le seul profil, à mon sens, qui a le facteur disponible et en même temps capable de réaliser cela, c'est cet homme, George Russell. Pour moi, George Russell, les amis, est le candidat idéal et le profil parfait d'Aston Martin pour aller chercher un titre mondial. Il est jeune, rapide, intelligent, dans son prime et surtout potentiellement disponible à la fin de la saison 2026 de Formule 1. Pourquoi lui ? Parce qu'il a tout. Il a prouvé il est dans sa meilleure fenêtre d'âge. Il a prouvé qu'il pouvait battre Hamilton en qualification et en course également. Également battre quiconque d'ailleurs sur la grille, je pense également. Il est ultra constant. Il travaille bien. Il communique bien. Il développe très bien. Et surtout, il veut être numéro 1 absolu. Et Aston Martin peut certainement lui offrir ce que Mercedes ne lui offre pas aujourd'hui. Un statut clair, un projet construit autour de lui, un contrat long terme et une équipe structurée avec Adrian Newey et surtout le moteur Honda. Et n'oublions pas la situation aujourd'hui pourquoi je parle notamment du statut clair, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui le statut de George Russell du côté de chez Mercedes. Ils lui ont offert seulement un contrat d'1 an, donc pour 2026, avec une clause contractuelle supplémentaire, donc de une saison supplémentaire, donc pour 2027. Cependant, c'est une clause dont on ne connaît pas réellement véritablement la teneur, mais aujourd'hui, moi j'estime que George Russell n'a pas, clairement pas, aujourd'hui, George Russell, Mercedes n'offre pas ce que devrait avoir George Russell. Parce que Russell, c'est le leader de l'écurie Mercedes. Et aujourd'hui, leader d'écurie Mercedes n'a pas un contrat qu'il mérite. C'est mon avis par rapport à cette question. Je trouve qu'il est sous-coté absolu par Mercedes. Et le statut clair que peut lui offrir Aston Martin, c'est certainement le meilleur projet qu'il pourrait avoir prochainement en Formule 1. Il aurait les pleins pouvoirs, il aurait un statut clair, il aurait une direction nette, claire et précise, et il serait le leader absolu pour tenter d'aller chercher son premier titre mondial. Et le premier titre mondial potentiellement d'Aston Martin aussi. Donc ouais, et sachant que chez Mercedes aujourd'hui, il lui offre une saison supplémentaire avec toujours la menace de Verstappen qui peut aller donc du côté de chez Mercedes. Et d'ailleurs, Verstappen, je l'ai mis aussi en Aston Martin. S'il quitte Red Bull, en fait, je le vois de moins en moins du côté de chez Aston Martin. Je le vois surtout plus du côté de chez Mercedes. Donc, il y a quelques mois, j'aurais dit « Oh, mais Verstappen chez Aston Martin, ça aurait été c'est parfait, il faut absolument qu'il y aille. » Oui, je dis pas que ça serait un mauvais candidat pour Aston Martin. Seulement, je le vois plus du côté de chez Mercedes que du côté de chez Aston. Ma hype a un petit peu descendu, honnêtement descendu même d'ailleurs, de voir un Verstappen du côté de chez Mercedes. Donc ouais, clairement, quand à la question de Patrick, Aston Martin doit clairement réfléchir d'ores et déjà aujourd'hui à comment ils peuvent devenir une équipe qui vise un titre mondial au niveau de ses pilotes. Et ça passe par un très très grand pilote, au-delà même de Fernando Alonso aujourd'hui. La combinaison la plus logique, la plus cohérente, la plus réaliste serait peut-être un George Russell en leader absolu. Et si Stroll venait à partir de l'écurie, Tsunoda en pilote Honda, si Lance Stroll ne suit pas. On a un line-up Russell-Tsunoda, je trouve que ça aurait ce serait extrêmement intéressant. Ce serait un duo jeune, dynamique, techniquement solide d'ailleurs, avec de l'expérience des deux côtés, compatible avec Honda, et parfait pour construire une équipe de champions du monde. Et puis surtout, si Aston Martin veut transformer l'investissement colossal de Stroll en titre mondial, eh bien, il leur faut un leader incontestable pour l'après Fernando Alonso. Et ce leader pour moi, eh bien, c'est George Russell. L'après Alonso, ce n'est pas Tsunoda, ce n'est pas Stroll. L'après Alonso pour Aston Martin, ça doit être, selon moi,
George Russell. Alors je ne sais pas, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous aussi vous estimez que George Russell doit aller absolument du côté de chez Aston Martin comme moi? C'était mon avis et j'en suis intimement convaincu aussi également. Ou sinon, est-ce que vous le voyez vraiment rester du côté de chez Mercedes, même s'il n'est pas, à mon sens, très respecté? Eh bien, je vous laisse donner vos avis en commentaire, bien sûr, les amis, après ce push de la commu. Et puis, je rappelle, si vous voulez poser votre question pour le prochain push de la commu, ça se passera sur Instagram lundi prochain à midi pour que vous puissiez donner vos avis, vos questions, pour qu'on puisse débattre avec l'invité de la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, eh bien, leader, je vous avais dit que j'allais vous donner quelques petites informations en fin de podcast. Alors, merci beaucoup d'être allé au bout de ce podcast. Les informations essentielles à retenir, les amis. C'est-à-dire que, eh bien, la semaine prochaine, eh bien, on aura un invité que je peux déjà vous annoncer. Je l'annoncerai sur les réseaux, bien sûr, eh bien, dans quelques jours, pendant le Grand Prix de Las Vegas de ce week-end. Et on parlera forcément du Grand Prix de Las Vegas avec cet invité. Ce sera Monsieur Loop. Monsieur Loop sera avec moi ici, les amis. Je vous fais le plan large. Monsieur Loop sera juste là, ici, avec moi, la semaine prochaine. Et il y aura la semaine suivante un ami, un très bon ami, quelqu'un que je tiens très haut dans mon cœur. C'est Manuel Moine. Emmanuel Moine sera là aussi également. Et puis pour la toute dernière, j'ai hâte de faire ces émissions avec Monsieur Loop et puis ensuite avec Manu Moine. Et puis pour la semaine d'après Abu Dhabi, il y aura 2 tournages. Le débrief de cette saison 2025 de Formule 1 qui sera avec un invité de marque. Et je sais pas pourquoi je regarde cette caméra. Ce sera avec un invité de marque qui me tient très à cœur aussi également, qui est un homme que je respecte énormément et qui a fait les belles heures de la Formule 1 sur TF1. Voilà, vous avez très bien compris qu'il sera là. Il m'a donné son accord de principe, donc voilà, il m'a donné sa confirmation de principe, donc je suis très très content. Donc voilà, ce sera avec lui. Et puis, oui, j'ai bientôt terminé. Oui, ça fait 2 heures. J'ai bientôt terminé, ne t'inquiète pas. Et on va rentrer dans la pièce. Alors, je termine. Ce sera avec... je vous donnerai les informations, mais je pense que vous avez compris que ce sera pour l'émission après Abu Dhabi, donc le mardi 9 décembre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y aura un épisode hors série qui sera tourné le 11 décembre, le jeudi 11 décembre. Ce sera avec un pilote français qui sera en F3 l'année prochaine pour sa 2e saison. Un pilote de la Williams Academy. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça. Vous devinerez certainement le nom. Donc voilà, il y aura un épisode hors série. Et je suis en train d'étudier l'idée de faire des épisodes hors série pour qu'ils sortiront pendant le mois de janvier. Car il n'y aura pas de Formule 1 à ce moment-là. Il y aura peut-être pas forcément matière à faire des push-laps d'actualité comme on peut le faire là aujourd'hui. Donc je pense, j'étudie l'idée de faire des épisodes hors série pour ensuite donc démarrer la saison 2 de push-lap qui s'amorcera avant le début de la prochaine saison 2026 de Formule 1, les amis. Donc il y aura beaucoup de choses à voir, ça c'est sûr et certain. Avant tout, immense merci à vous et encore à vous, à ceux qui regardent le podcast, à ceux qui sont en train de s'abonner au podcast, à ceux qui sont en train, tout simplement d'écouter le podcast sur les plateformes de podcast, parce que vous êtes vraiment des merveilles, vous êtes des amours. Merci beaucoup pour le soutien, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc je vous remercie du fond du cœur. Immense merci également à Emotion qui soutient ce podcast Pushlap. Sans eux, ce podcast ne pourrait pas exister. Ils mettent à disposition tout ce plateau qui est absolument fantastique que vous voyez là et qui me permet de recevoir également des invités dans les parfaites conditions. Donc merci à vous qui regardez le podcast, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je me suis absolument régalé tout au long de cet épisode pour parler du projet Audi, qui est un projet que j'admire énormément. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Monsieur Loop, donc les amis, pour un nouvel épisode de Push Lap après ce Grand Prix de Las Vegas, dans un Grand Prix dans lequel on va absolument se régaler, ça c'est sûr et certain. Ciao les amis, merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.